Bonjour et bienvenue, je suis Toufik Terchoun, dit Touf. Cela fait maintenant plus de 17 ans que je travaille dans le marketing digital et les médias et j'ai décidé de créer mon podcast pour laisser la parole à des gens cool que j'ai rencontrés dans ma carrière. Que ce soit des gens du marché ou du milieu digital ou toute personne qui partage les mêmes valeurs de bon esprit et de bienveillance qui nous ont rapprochés. Le concept est simple, un talk décalé avec des gens calés. L'idée est de faire intervenir des gens compétents dans leur domaine pour parler de leur parcours, mais également de leurs anecdotes et de leur quotidien, tout en étant le plus décontracté. Background professionnel, problèmes rencontrés, aberrances constatées, erreurs ou solutions trouvées et inventées, on parlera de tout ce que nous sommes, ce qui nous a forgés et de comment nous avons gagné notre légitimité. Marketing digital, tech, influence, luxe et tant d'autres sujets sont prévus. Les premiers invités ont déjà hâte d'en découdre avec moi, tout en espérant qu'ils soient et que vous soyez indulgents. On veut juste créer du contenu de qualité, un peu différent, mais surtout divertissant. Voilà, les présentations sont faites. Je vous donne rendez-vous tous les mois, dans un premier temps, et j'espère sincèrement obtenir votre adhésion et votre soutien. N'hésitez pas à commenter, liker, nous prendrons en compte tous vos retours pour essayer de faire mieux la prochaine fois. Merci beaucoup et bonne écoute. Bonjour, bienvenue. Bonjour. Je suis très content de vous recevoir pour ce premier épisode du Touf Talk Show. C'est un petit peu... il y a un peu de pression quand même, il faut dire ce qu'il y a. Il y a un petit peu de pression. L'idée, c'est de venir faire intervenir des gens compétents sur des problématiques sérieuses ou pas, diverses et variées. Mais c'est des gens compétents avec un ton décalé. Je vais commencer par vous présenter, et après je vais vous laisser un petit peu présenter. N'hésitez pas à intervenir entre vous. On va présenter d'abord Amir. Amir qui est directeur de la régie Combini. Exact, t'es bien renseigné. Après, il y a Samuel qui est à ta gauche. Samuel Diop, donc, qui est fondeur de l'agence Non Grata. Non Grata, ouais. Et enfin, à ta gauche, on a Victor Sharp. Salut. Qui était Head of Social Media et Influence chez Adidas. Donc, tu es en charge d'un petit peu de toutes les problématiques social media, marketing, social media et influence au sein d'Adidas. Ouais, pour le marché français. Pour le marché français. Donc effectivement, je travaille chez Combini où je m'occupe de la régie. En gros, c'est le revenu et c'est tout ce qu'on va imaginer mettre en place pour les marques sur la partie publicitaire et communication. Et moi, j'ai un background agence média. J'ai travaillé dans 2 groupes médias avant d'arriver chez Combini. Le premier, c'est le groupe Dentsu où j'ai fait... Il met la pression quand même. Hein, il met la pression quand même. Pourquoi? Ouais, Dentsu, Non, mais il fait du name dropping. C'est du name dropping. Non, mais c'est bien. Là, ça apporte un sérieux à mon truc. Là, c'est la présentation. Après, on se Je descend. sais même pas si je peux sortir les dossiers ou pas. Mais... Non, pas tout de suite. Non, mais voilà, 2 agences médias. J'ai commencé sur des fonctions digitales. Alors, ça remonte à très 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 loin puisque on peut le dire, on a digital, l'achat média digital. Alors on va en parler, mais si on prend l'expérience Dentsu, c'était de l'achat média digital avec Dentsu qu'on appelait Cara avant. Cara à l'époque, ouais. Cara, Aegis. Et l'achat média digital, c'était un levier qu'on appelle toujours l'affiliation, le search, le display. Donc c'était avant les réseaux sociaux. Il nous fait un cours sur l'achat d'espace publicitaire. Mais c'était surtout pour dire que d'investissement publicitaire. Voilà. Non, mais on va y venir, mais c'était surtout pour dire que j'ai commencé à bosser avant la création de Facebook. Donc ça remonte. Et avant la création de YouTube. Et avant la création de YouTube. Ouais. Et c'est grâce à Amir en fait qui m'ont fait venir et qui m'ont fait intégrer la boîte dans laquelle j'ai grandi, j'ai évolué. Et cette boîte, c'est une super passerelle parce que j'ai commencé chez Even et c'est ici qu'on s'est connu avec Victor et par extension avec toi Samuel. Ouais. Du coup Samuel, Even, c'est une bonne conversation. Ouais, de ouf. En gros, moi, j'étais chez Even, comme tu dis, et j'ai créé ma boîte Non Grata il y a maintenant bientôt 2 ans. Et le constat, c'était juste que les influenceurs les créateurs de contenu devenaient des marques à part entière, avec une orga, avec des ambitions démesurées des fois, pour l'orga qu'ils avaient à l'époque. Qu'est-ce que tu faisais chez Even justement? Chez Even, j'étais le directeur influence, c'est-à-dire qu'en gros, j'avais une équipe d'une dizaine de personnes et on pilotait des strates d'influence pour des marques comme Disney, comme Samsung, comme Danone, entre autres des grosses marques. Donc en gros, j'ai été très très tôt acculturé à comment on développe une stratégie d'influence et surtout à comment on crée une communauté autour d'une culture de marque, autour d'une culture communautaire. Donc c'était hyper formateur. Et c'est de là que m'est venu, c'est chez Even que m'est venue l'idée de créer Non Grata. Pourquoi? Parce qu'il y avait un manque? Il y avait quelque chose d'incompréhension? Il y avait clairement un manque. En fait, ce qu'il faut que tu te dises, c'est que les contenus aujourd'hui qu'on regarde quand on a 15 ans, tu vois, genre l'imposteur de Squeezie, les vlogs de Lena, dans 20 ans, ce sera des produits cultes. Ce sera genre, nous on parle de nos rêves de quand on avait des années 90, ben pour les jeunes d'aujourd'hui, ce sera ça la rêve. Et donc je me suis dit, j'ai envie d'investir dans cette culture, j'ai envie de permettre
aux créateurs d'aller encore plus loin en leur proposant non pas un accompagnement commercial, parce que c'est ce qui se fait déjà avec des agences, mais un accompagnement créatif. Donc c'est un studio créatif pour les créateurs. On a une boîte à outils où tu viens et tu as des réals qui t'accompagnent, tu as des monteurs, moi en tant que directeur de création, j'accompagne aussi les créateurs. On bosse avec Lena Situation, on bosse avec Ben Never, on bosse aussi avec des marques. Et du coup, en parlant d'influence, parce qu'on dit toujours Head of Influence et Social Media chez Adidas, toi, Victor, on a eu l'occasion de travailler ensemble chez Even. On a travaillé longtemps ensemble, très très bien. Je suis très content de t'avoir formé. Parce que bon, je t'ai un peu aidé quand même. Il fallait qu'ils le disent. Hein. Bah donc, moi, ça fait 4 ans que je suis chez Adidas. Là, il y a quelques mois, ça va faire 4 ans. Donc, je fais partie d'une entité qui s'appelle la Newsroom. En gros, la Newsroom, c'est le pôle éditorial de la marque. Il y a une newsroom par pays. Et dans cette newsroom, tu as différents pôles. Et tu as un pôle social media, tu as un pôle influence. Ça s'appelle pas comme ça. Chez Adidas, ça s'appelle Digital Publishing et Partner Publishing. Mais en gros, voilà, c'est ce qui part de nos plateformes ou ce qui part, les messages Adidas qui partent aussi des plateformes de nos ambassadeurs. Donc que ce soit les artistes ou nos athlètes et de plus en plus, du coup, nos influenceurs, qui est une entité qui, finalement, était un petit peu négligée par la marque fut un temps, parce que justement on les appelait pas créateurs de contenu, parce qu'il y avait à boire et à manger, ils n'avaient pas forcément bonne réputation. Et depuis maintenant 3 ans, aujourd'hui ce qu'on appelle les digital talents ou digital influenceurs chez nous ont pris une part prépondérante parce que ils sont crédibles, ils sont authentiques, ils sont capables de effectivement rassembler des communautés, parler à la Gen Z qui est pour nous Adidas la cible prioritaire et avec qui on peut construire des super histoires. Mais au tout départ, je viens du social et je viens vraiment de la création de contenu. Ma première expérience, c'était chez Air France. Pur social, pour le coup, c'était le début de Facebook. Enfin, le début. En tout cas, c'était le moment où les marques commençaient vraiment à s'y intéresser. Aujourd'hui, moi, vos récits, je me les approprie un petit peu parce qu'en fait, vous êtes très inspirants en vrai. Vous êtes inspirants parce que moi, quand je parle à des anciens collègues ou quand je parle à des amis et que je vois qu'ils réussissent et qu'ils ont des positions, parce qu'on a des positions, chose que c'est intéressant de se dire, parce que quand on vient de là où on vient, énormément de chance, bro. Moi, j'ai eu la chance, je dis la vérité, d'avoir des amis. J'ai des amis avec qui j'ai commencé, des amis de toujours, et je me suis fait des amis dans le milieu. Ce qui fait que quand je me suis mis à mon compte, à date, j'ai jamais eu besoin de faire de la prospection. Déjà, je pense qu'on n'est pas encore arrivé, mais moi, je suis content de là où je suis. Je suis fier déjà, même si j'ai pas fait énormément de choses. Je pense que la première des choses, moi, que j'ai appris de ma petite expérience, si ça peut aider des gens, c'est de se connaître. Moi, j'étais pas un cancre. Je pouvais être très fort dans certaines matières, mais je me faisais chier à l'école. Et genre, j'ai fait du droit, j'ai fait du truc, mais genre, je venais une fois sur 10. Genre, ça me barbait. Genre, je comprenais pas l'utilité du truc. Et c'est pas une critique, parce que pour d'autres, ça marche, tu vois. Mais pour moi, pour mon profil, c'était complètement genre à côté de la plaque. Et j'avais la pression de mes parents qui me disaient d'y aller et tout, mais j'y arrivais pas. Donc, je faisais de la musique, je faisais des trucs aussi. T'as été diplôme j'ai même pas eu mes diplômes, gros. D'accord. Genre, en vrai, là, j'ai révélé des trucs. C'est la première fois qu'il nous le dit. Ça se passe dans le Touf Talk Show. Ça se passe, exactement. Je te jure. C'est mensonger. Non, mais en vrai, et genre, j'ai eu un sentiment d'échec pendant beaucoup d'années, tu vois. Et c'est aussi la raison du nom de ma boîte, tu vois. Et donc, je suis parti de loin. Non grata, exactement. Et donc, j'ai fait beaucoup de trucs où je me sentais pas bien. Et le jour, et je te jure, j'ai rencontré un prof qui était prof en culture G. Et frérot, il m'a expliqué des trucs. Je te donne un exemple, il m'a expliqué pourquoi le concept de zombie était un concept anthropologique, genre qui servait à la société, genre de ouf. Et genre pourquoi c'était un concept politique et social. Genre ça n'a aucun lien normalement. Mais si je te l'explique, c'est une dinguerie. Il m'a donné un déclic et je me suis dit, mais c'est ça que j'aime. Genre, J'aime les zombies. J'aime les zombies. Il a dit, j'ai compris, j'aime les zombies. J'aime les zombies. Non, mais en gros, je suis curieux. Genre, j'ai fait plein de trucs. En gros, entre mon bac et maintenant, j'ai été monteur, réal, j'ai fait de la musique, j'ai fait de l'animation 3D, j'ai fait de l'affiliation, j'ai fait du média, j'ai été secrétaire. J'ai été chez Monoprix, j'ai fait tous les métiers du monde, j'étais manutentionnaire. Et genre, et en vrai, je savais pas ce que j'aimais, tu vois. Et c'est à ce moment-là que je me suis dit, en fait, j'aime juste creuser les choses, je suis curieux. En fait, on te projette dans
un modèle type de ce qu'est la réussite ou l'échec. Et tu considères en fonction des outils qu'on te donne que tu es soit d'un côté, soit de l'autre. Exactement. Alors qu'il n'y a pas de mauvaise solution, tu vois. Exactement. Tu vois, C'est difficile de parler après toi parce que t'as tout fait là. Non. Moi, je vais paraphraser. Écoute. Je pense que moi, si je parle juste d'Amir et moi, parce qu'on a fait beaucoup mais vous, de jobs mais- d'étudiants, etc. Frère, on a été animateur en maison de quartier. Moi, Ah ouais. j'ai fait videur Tu vas avoir dans des videur. histoires. J'ai fait videur dans une boîte de nuit une nuit. Mais c'est bon, tu l'as Ok, fait. ils n'avaient pas le temps. On m'a viré. J'ai fait agent de sécurité à Leroy Merlin avec Asdin. Pourquoi on t'a viré? Attends, pourquoi on t'a viré? C'est ça l'histoire. Pourquoi t'as Il viré? laissait rentrer tout le monde. Il laissait rentrer tout le monde. J'ai travaillé dans un restaurant chinois. J'ai voulu faire des restaurants. J'étais le premier à vouloir faire un restaurant chinois halal parce que j'étais persuadé que ça allait marcher. Mais c'était 10 ans trop tôt. C'est l'archétype du mec qui a les bonnes idées avant les autres, mais qui Trop va tôt. pas au bout. Déjà trop tôt. Impatient. Et qui va pas au bout. C'est-à-dire qu'il touche le truc du doigt et puis il est déjà sur autre chose. Ouais. Et c'est une belle leçon de vie. Ah, C'est une belle leçon de vie parce que. Ouais. Mais du coup, ça t'enseigne que Je me suis mangé les il doigts. faut avoir la bonne idée Ouais. et il faut avoir la persévérance, ou en tout cas le souci de mener cette idée jusqu'au bout. Un truc à retenir de ça, c'est qu'il ne faut pas avoir peur d'avoir les idées et pas avoir peur d'y aller. Le truc que je recommande fortement, c'est dans tous les cas d'y aller à fond, mais d'aller jusqu'au bout et pas de s'arrêter en pensant que ça ne marchera pas et que c'est une mauvaise idée et que potentiellement il fallait faire une autre idée. Parfois, la première idée est souvent la meilleure. Mais en vrai, la vérité, c'est que que ce soit un taf d'entrepreneur en inside comme Victor à l'intérieur d'une boîte ou nous à l'extérieur, genre c'est toujours une mort, tu vois. C'est-à-dire que je te jure, monter une boîte, c'est comme si tu te tuais pour, genre c'est trop dur. Ah ouais, les gens, C'est ils trop sont dur. pas Donc comme du coup, il faut être genre prêt à avoir des échecs de fou tout le temps. Il y a des gens qui sont un peu autistes de l'échec, c'est-à-dire que genre j'en connais des gens genre des proches qui loupent mais qui sont tout le temps genre joyeux, genre qui sourient, qui sont tout le temps genre positifs. Genre moi c'est un truc que j'ai appris cette année, tu vois. C'est une question de mindset. Ah, C'est une question de moi, mes mindset. premiers échecs, j'ai eu beaucoup de mal à faire le deuil de mes premiers échecs. Il y a le premier échec et il y a l'échec quand tu as réussi. Parce que les premiers échecs quand tu es jeune, ça va. Genre pour ceux qui ont 20 ans, 21 ans, ça va. Genre parce qu'on te dit, ah, t'es jeune et tout. Quand tu réussis et qu'après tu loupes, ah, frère, c'est dur. Genre moi j'ai compris un truc, c'est que peu importe ce que tu loupes, genre, au bout d'un moment ça va marcher. Tu vois, genre si t'es vraiment passionné, si t'es sincère avec toi-même. C'est ça, la sincérité et le sérieux. Mais Ouais. ça, c'est un bon message, ce côté passionné, la c'est la dingue. persévérance, Ouais. mais aussi la passion. Il y a pas si longtemps, justement, j'étais avec un jeune mec d'agence passionné de sport qui m'a posé pas mal de questions sur Ça mon... ressemble un petit peu à ton parcours. Exactement. Ça. Donc non, mais c'est facile du coup de lui parler de ça puisque c'est exactement ce qui m'est arrivé. Moi, effectivement, j'étais dans une position confortable en agence, mais dans une agence qui ne respirait pas trop le sport, quoi. Et pour le coup, c'était vraiment ma passion. J'ai essayé de monter une offre, ça a pas pris. Je me rappelle. Pourquoi ? Parce qu'on n'avait pas les références derrière, on avait très très peu de cases qui parlaient de sport, et parce que tout simplement, je pense que je rencontrais pas les interlocuteurs dans l'agence qui partageaient cette passion-là avec moi, quoi. Ce côté passion, il faut pas le sous-estimer. Il faut pas se dire ouais, ok, c'est juste un mot sympa et en fait on l'a tous. Non, si tu l'as, faut vraiment y aller à fond. Il faut croire en toi. Ce mec-là avait essuyé plusieurs revers justement chez quelques annonceurs sport et il était déjà en train de baisser les bras. Je lui ai dit écoute, non, persévère et un jour ça va le faire. C'est aussi simple que ça entre un candidat et un autre. Et en tout cas, c'est la culture qu'on enseigne chez Adidas. Ça va pas jouer sur le CV, ça va pas jouer même sur les expériences précédentes, encore moins sur le diplôme, mais surtout sur ce que tu vas réussir à transmettre. Et moi je sais, hein, parce que c'est ce que la RH m'avait dit à l'époque, le job, je l'ai eu uniquement sur ce côté passionnel. Ouais. C'était l'année justement où Adidas avait signé Arsenal, donc c'était il y a 4 ans maintenant. Je me souviens très très bien. Et je lui ai dit, écoutez, moi si cette année-là je ne rentre pas chez Adidas alors que mon club de cœur vient de signer, il y a quelque chose qui ne va pas. Mais vraiment, je l'ai dit comme ça. Ensuite, j'ai dû faire probablement 10 minutes sur Arsène Wenger. Parce que tout le monde est surdiplômé. Bah oui. Tout le monde a de bonnes expériences. Où est-ce que tu viens ? La marge, elle se joue là-dessus. Et je trouve qu'en France, Sur la passion. Genre, je te jure, les gens ne sont pas passionnés. Il y a un genre de cringe autour de la passion. Ouais. Genre, moi, j'adore les Japonais
parce qu'ils sont trop passionnés. Genre vraiment, quand ils aiment un truc, c'est too much. Genre vraiment, ils vont faire des chorés sur un truc. Ils y vont à fond. Ils y vont à fond. Et genre, et il y avait un gars, il y a un terme au Japon que c'est otaku, c'est les passionnés à fond, genre, vraiment trop. Et un frère d'otaku qui disait, je l'envie parce que j'ai l'impression qu'il vit plus que moi. Parce que nous, en tant que gens normaux, on est dans une genre de retenue par rapport au regard des gens, tu vois, genre t'es passionné de Naruto mais tu vas pas t'arrêter dans la rue et faire un, tu vois, genre Pas le crier sur les parce toits. qu'il y a tu ce vois, truc de regarder alors que autour de toi frérot, t'as envie de, tu Moi, vois. dans ma bio, encore sur LinkedIn, dans ma bio Twitter, il y a toujours écrit Akatsuki, mon frère. Ah ouais. Je te le dis, moi, Attends, j'assume ouais, totalement. mais tu Dans vois, mon CV, il y a écrit mais- Akatsuki. mais- Pourquoi? Ouais, monsieur, je fais partie d'Akatsuki, mec. Mais de Tu ouf, vois ce que je veux dire? mais tu vois, genre lui, il avait une passion sur le foot où genre tu disais mais il est un peu fou, tu vois. Mais en vrai, J'avais des regards parfois au self où je parlais de foot, les gens rigolaient, mais je m'en foutais. Alors là, mais ouais, vraiment. genre parce que les gens ils sont Mais ça amène Rien à peut-être faire. à deux autres Il est toqué, il est toqué. qualités ou en tout cas caractéristiques pour moi qui sont des critères de réussite. En plus de la passion, tu as la résilience, c'est-à-dire qu'à un moment donné, tu as des tas de gens qui chuchotent à ton oreille, qui te conseillent, qui considèrent qu'à un moment donné, il vaudrait mieux que tu ailles à droite plutôt qu'à gauche. Et je pense que c'est hyper important. Et du coup, Ah, c'est merci, la c'était Zidane. c'est le Quand troisième il dit un point. truc, il dit que des trucs. Non, mais se dire qu'à un moment donné, tu as un objectif. Dis-moi trois Ah, syllabes. c'est Alors, mieux peu Zidane, importe du coup. comment tu vas y arriver, mais tu as un objectif et tu essayes de t'y tenir. Vous allez peut-être me prendre pour un fou, mais moi, je me reconnais pas dans ça, en fait. La J'ai résilience pas, non, pas dans la, si, dans la résilience, si, mais dans la passion, le fait. Alors qu'en vrai, on le voit tout à l'heure, hein, j'ai dérivé tout de suite sur une question, c'est que j'aime bien mon boulot, etc. Mais j'ai pas mis ça au niveau de passion parce que je suis pas venu là, parce que j'ai voulu venir là. C'est fait de fil en aiguille, c'est que des bonnes rencontres. En fait, moi, ce qui m'a guidé aussi dans mon C'est travail, les gens. c'est les gens. Mais toi t'es passionné des gens, toi. Et peut-être. Mmh. Moi, Ouais, moi oui, c'est des gens, moi, c'est des rapports. ça se Ça veut voit. dire, je peux, Ça moi, se moi, je voit dans peux, comment t'interagis. je peux faire quelqu'un que j'aime bien, je lui donne tout et je ferai tout pour Ouais. lui. Tu vois ce que je veux dire? Frère, moi, je suis à l'opposé de toi. Genre, moi, je suis enfermé chez moi. Genre, je suis un asocial. C'est très difficile pour moi de me faire sortir, tu vois. Tu sais, pendant le Covid, heureusement que j'étais entrepreneur. J'aurais pété les plombs. Heureusement Moi, que le j'avais Covid, une c'est fille. la meilleure période de ma vie. Ah, moi aussi, mais c'est juste j'avais parce que je mes- sortais. On en a fait. vraiment l'extraverti, Bah, le cliché extraverti, le cliché Ah, introverti. mais moi, j'étais là. Mais par contre, Frérot, ça tu se sais ce que je travaille, ça se faisais? travaille. Je faisais des petites miniatures chez moi. Je te les montrerai un jour si tu viens chez moi. J'ai des petites maisons, je faisais des petites villes miniatures. Kiff de ouf. J'étais Franchement, en aux vrai, t'aurais fait un contenu, je l'aurais regardé. Ouais, pas d'obligation d'aller voir des potes, pas d'obligation d'annuler au dernier moment. Genre, en mode, ouais, Mais- mon chat est malade. Mais nous, c'est ce qu'on kiffe. C'est ce qu'on Encore On va manger. Il est encore malade, putain. Attention, parce que tous les liens ne sont pas forcément sincères et sont parfois, dans le cas d'autres positions, c'est souvent, ils sont parfois intéressés. Tu vois ce que je veux dire? Par exemple, Ouais, quand je gérais un gros budget, il y avait beaucoup de gens qui m'appelaient, qui étaient les meilleurs amis du monde. Le jour où j'ai quitté, ils m'ont plus jamais eu de nouvelles. T'as fait quoi du coup quand t'as été 2 mois de trou? C'est quoi les sentiments qui sont passés à travers toi? Grosse crise de confiance, grosse crise d'angoisse. J'ai jamais fait une crise d'angoisse de ma vie. Je crois que celle-là, j'ai eu une crise d'angoisse de ma vie. Ça veut dire le pire de vœux. Si moi, je suis parti le 4 décembre, j'ai laissé passer du moins les fêtes, etc. J'ai été faire des cartes de vœux, j'ai été acheter des chocolats, des conneries de fou avec un cadeau. J'ai fait une carte personnalisée par un DA un peu décalé. J'ai envoyé à tout le monde, etc. Et pas de réponse. Tu vois, t'as envoyé à tout le monde par livreur. Hein. J'ai un copain qui était. Ça, c'est qui l'époque était chauffeur. Nakama. Ouais, Nakama, début Nakama, pas aucune réponse, etc. Mais vraiment, crise totale. Et à un moment donné, le banquier qui t'appelle, qui dit mon coco, il est en train de claquer des ci et des 100, ta société elle est créée, mais Il y a rien qui rentre. il n'y a rien qui rentre. Et moi, à ma chance, j'avais fait une seule reco. Une seule reco. C'était pour la caisse d'épargne, c'était pour les Jeux Olympiques de Rio, qui m'a appelé, il me dit ouais, voilà, la reco que tu nous avais faite, on n'a pas forcément envie de la faire avec quelqu'un d'autre que toi. Est-ce que tu es à même de pouvoir la faire? Oui, ok, pas de souci. Donc je leur refais la reco, etc. Et quand le banquier m'appelle, qui me dit ouais, t'es dans le rouge, tout ce que tu veux, etc. Et je raccroche, et là vraiment, je suis en bad trip total. Je reçois un texto de la comptabilité de BPCE. Bonjour, le virement de 120 000 euros vient d'arriver sur votre compte. C'est de l'achat d'espace. Hein. Je margeais à hauteur de 12-15%. Mais il y a 120 000 euros qui sont arrivés sur ton compte. J'ai appelé le banquier, mais avec un qui. Je m'achète une maison au Caïman. Ah ouais, non, mais autre expertise. Attention, tu crées une société, c'est bien. Soyez accompagné. Soyez accompagné, parce que moi j'ai cru que j'allais gérer une société comme je gérais mon pôle. C'est pas la même chose. Ce que tu dis est intéressant parce que c'est un peu symptomatique du milieu dans lequel on est, dans le secteur dans lequel on travaille, qui est la publicité, la communication, où finalement, il faut quand même que tu sois un minimum armé parce que
tu es quand même dans un milieu où tu as beaucoup de connivence, beaucoup de proximité. Tout de suite, moi, ça m'avait un peu, pas choqué, mais tu es dans un truc où les gens te tutoient dès lors qu'ils parlent avec toi pour la première fois. Et quand tu es en agence, ce qui a été ton cas, ce qui a été votre cas, ce qui a été aussi mon cas, même si c'était plutôt de l'agence média, tu es énormément sollicité. Et je pense que quand tu n'as pas forcément les bagages, les armes, l'environnement, tu peux peut-être avoir l'impression, surtout quand tu es jeune, que cet intérêt, il est énormément lié à ta personne, à ce que tu es toi. Ouais. Plutôt qu'à ta fonction et potentiellement à tes responsabilités. Et je pense que... Ah oui, alors, je vois ce que tu veux dire. Tu peux te tromper en te tu disant, peux un peu te tromper. J'ai des contacts alors que c'est juste... Exactement. On a eu ce débat-là souvent. Et c'est relié à ce que tu dis, parce que quand tu pars de là où tu es, tu as énormément de gens autour de toi, tu te dis, bon, je vais ouvrir mon truc, et finalement, les contacts que j'ai eus, les personnes qui potentiellement ont été celles avec lesquelles j'ai énormément interagi, c'est des gens que je vais retrouver. Alors que c'est plus le cas, parce que toi, quand tu pars sans tes comptes, sans ton budget, sans tes responsabilités, sans ta position. Et c'est vrai que moi, c'est un truc que j'avais un peu vécu, entre guillemets, à mon petit niveau, quand j'étais plus jeune, c'est quand je suis passé du digital au content. Tu as tout un écosystème autour de toi qui te sollicite, avec lequel tu interagis. Moi, c'était aussi l'époque où je n'avais pas une vie personnelle, je dirais, aussi riche et aussi remplie qu'aujourd'hui. Et c'est vrai que quand... Moi, c'est ce qui m'est arrivé, mais... À mon petit niveau, vraiment, quand tu passes d'un levier qui est le digital que tu maîtrises, donc une spécialité par rapport à laquelle tu as des interlocuteurs, et que tu passes à une autre spécialité, et donc potentiellement tu pars du principe que les interlocuteurs que tu avais, tu les intéresses moins, effectivement ton téléphone sonne un petit peu moins, il faut que tu reconstruis un peu ton réseau. Et par rapport à ce que tu dis, je pense que le saut dans le vide que toi tu as connu entre j'ai mon statut en agence et je passe à mon compte, il doit être 10 fois, 100 fois plus brutal que celui que moi j'ai pu voir et j'ai pu vivre. Et c'est vrai que là-dessus... Mais moi je pense que tu l'as eu aussi quand tu es passé d'agence à régie. Et on ouais, un peu. Alors oui, c'est vrai, mais... Alors déjà, tu étais préparé. Déjà un peu différent parce que la marque derrière aussi. Donc, déjà, alors moi, si tu veux, la transition, elle est beaucoup moins brutale que ça parce que déjà, je suis chez Combini depuis à peu près un an. Donc, si tu veux, tout le retour d'expérience et tout le post-mortem sur ces sujets-là, je l'avais déjà fait auparavant. Voilà, je l'ai placé. J'avais dit que je le placerais. Moi, j'adore tous ces mots que tu le places. Et en fait, ce truc-là, ce deuil-là, tu le fais déjà bien avant. Et la réalité, c'est exactement ce que tu dis, c'est que tu passes d'une agence à un média. Et aujourd'hui, il y a autant... Alors, c'est une autre forme de relation, mais on a énormément d'interactions avec les marques. Alors, effectivement, tu es dans un rôle où c'est plutôt toi qui va être force de proposition, contrairement à quand tu es en agence où tu as plutôt tendance à être sollicité. Il n'y a pas de saut dans le vide en réalité. Là, le réel questionnement, mais je vais passer peut-être sur une autre de tes thématiques, c'est la question que tu te poses sur ta capacité à passer d'un rôle où tu es plutôt acheteur, entre guillemets, donc tu vas plutôt concevoir les stratégies, les proposer aux marques, à un rôle où c'est plutôt toi qui va être à l'initiative, et force de proposition. Donc, la question que tu te poses, c'est est-ce que... Alors, moi, c'est un truc que je pensais que j'avais, c'est aussi pour ça que j'y suis allé, mais tu as toujours un petit doute ou un petit saut dans le vide en te disant est-ce que vraiment je vais m'épanouir dans cette fonction autant que la fonction Je vais rebondir. Est-ce que c'est pas parce que à un moment donné, quand on est dans un cadre, dans une société, on nous formate à une vérité, mais qui est la vérité de la boîte dans laquelle on est, qui n'est pas forcément la vérité tout court. De toute façon, je pense qu'il y a un truc, moi, que je sais pas si c'est vrai pour tout le monde, hein, mais je pense que les personnes qui arrivent à s'en sortir et à faire ce qu'elles veulent faire, au final, elles définissent elles-mêmes leur poste. Moi, j'ai jamais respecté une fiche de poste. Et je pense qu'il y a une base, je pense, qu'on attend de toi, c'est l'hygiène, c'est la base, c'est le minimum. Et il y a le miles en plus que tu fais, et c'est ce qui compte, tu vois, en vrai, parce que l'hygiène, tout le monde peut la faire, tu vois. Enfin, ouais, c'est beaucoup plus de monde qui peut la faire. Et après, tu as le miles en plus. Et je pense que moi, j'ai des stagiaires qui, par exemple, ont du mal à se dire je vais faire ce qu'on m'a pas demandé de faire, tu vois. Et je vais anticiper sur des trucs parce qu'ils sont peut-être pas encore dans ce mindset-là, tu vois. Et moi, c'est un truc que j'ai eu très jeune parce que j'étais curieux. Et vraiment l'opposé, toi et moi. Après, t'as aussi... Alors, pote, moi, tu me dis, il y a ça à faire. Comment je vais esquiver? Tu sais que c'est faux, bien évidemment. T'as aussi un retour à... Notamment chez tu parles des stagiaires, donc des générations un tout petit peu plus jeunes, et en ce moment, il y a pas mal de trends qui en parlent et tout ça. Tu as aussi un retour à je vois pas pourquoi je ferais plus.
Ouais. que ce qui m'est Non, demandé après, de... Oui. Tout à fait. Parce que Ça, je respecte. malheureusement, c'est aussi... malheureusement Ouais, mais pas. C'est un sujet de rapport au travail qui a complètement Voilà, changé. Mais ça, je suis a d'accord. changé. Et il y a Ça, aussi, il y a aussi ça. à Et prendre en la compte. Après, formation. moi, je suis hyper d'accord avec toi. Ce qui fait la différence, c'est cet extra mile. Et c'est ce qui va du coup même finir par C'est l'envie en fait. te donner ta vraie fiche de poste. Ok, en fait, ce mec-là, c'est Sam. Et sa fiche de poste, c'est exactement ce qu'il nous propose. C'est l'envie en fait. Moi, j'étais un pirate, je faisais n'importe quoi. Genre, quand j'étais chez Evan, là, tu demanderas à Arthur, je faisais absolument pas ce qu'il me demandait de faire. Genre, tant que ça marchait. Il était à la compta. Je vous souhaite tous. Je vous souhaite tous Il arrive, d'avoir un Samuel Job nettoyer à un moment le matin, votre équipe. putain. Non, Et mais de pas en avoir vrai- des pirates non, comme mais moi. ce qu'il dit, c'est hyper important. Il y a deux choses déjà, parce que c'est important pour les générations qui nous écoutent et tout, pour tout le monde. En gros, on a tous notre rapport au travail, et moi, je respecte grave les gens qui disent j'ai envie de me consacrer à autre chose qu'à mon taf journalier. Je veux un taf journalier qui me prenne pas de temps quand je suis chez moi. Chacun sa vision du travail et je respecte ça de ouf. Genre, franchement, en fait, c'est une question de est-ce que tu te connais ou tu te connais pas. Genre. Bah, moi, je veux dire ce qui me choque. Autant le travail, moi, c'est devenu ma passion parce que les gens, parce que je passe du très bon moment. Mais je comprends pas les gens qui n'arrivent pas à switcher et qui sont du mal à cause de ça. Qui n'avaient pas switché chez eux. Exactement. Ça veut dire le travail, c'est fini, c'est que je me casse la tête avec des prises de tête, etc. Je peux comprendre aujourd'hui, quand je suis entrepreneur, d'avoir des prises de tête, etc. Et je me suis rendu compte, malheureusement, grâce au mariage, que parfois, j'extériorisais pas forcément des stress que j'avais, etc. Et que j'avais du mal à comprendre que ça venait de ça. Ok, ça peut arriver. Mais j'ai cette capacité à, ça y est, il est 19h, tu peux taper la tête contre le mur, m'appeler 10 fois, c'est fini. On Ouais, s'appelle mais bien en vrai, là-bas. c'est une force et tout le monde l'a pas. En vrai, Et rends-toi c'est ça que compte je comprends pas. Mais rends-toi compte qu'aujourd'hui, par exemple, moi, quand je demande à quelqu'un de postuler dans un poste, son CV, j'en ai rien à foutre. C'est son compte Instagram, son compte LinkedIn. Donc, du coup, c'est très personnel. Tu vois, c'est des trucs qu'il poste quand il n'est pas forcément au taf. Genre. Et du coup, il y a des gens, moi, j'ai des personnes que je connais qui sont pas dans les réseaux sociaux et qui comprennent pas et qui ont la pression parce qu'ils se disent. Genre ma vie personnelle en fait je dois la mettre en scène, je dois la truc, genre ça me poursuit chez moi, c'est chiant. c'est très chiant pour eux tu vois et donc du coup t'es quand même dans un monde où t'es en représentation constante et il y a des gens ils veulent juste être en famille tu vois genre tranquille, genre vivre leur vie, payer leurs C'est factures. une très bonne transition que tu me parles de tes équipes. Vous êtes bon manager? Parce que vous gérez toutes les équipes, même moi, je gère des équipes. Toi, Victor, aujourd'hui, tu gères combien de gens? 5. 5. Ça se passe bien? Tu penses à bon manager? Écoute, En toute humilité, hein, c'est pas. j'espère en tout cas. Enfin, C'est dur de dire qu'on a un bon manager. Ouais. Hein. Ouais, c'est ça, j'espère. je parle d'humilité. Mais ce que je peux te dire avec certitude, c'est que j'aime bien. Enfin, vraiment. Moi, c'est une étape dans ma carrière. Je faisais du management chez Even, mais c'était différent dans la mesure où, en fait, mon équipe pouvait switcher d'un client à l'autre. À ce moment-là, c'était plus sous ma responsabilité. Là, c'est vraiment la marque, mon équipe et notre capacité à délivrer les projets. Donc, il y a un vrai sens d'appartenance aussi. Et en fait, moi, j'adore ce nouveau rôle. Ça se voit. Et pourtant, je viens du content et je craftais des campagnes. C'était ma prod, c'était le photographe avec lequel j'avais envie de travailler, le vidéaste, etc. Donc au départ, il y avait une peur de lâcher un peu prise. Mais en fait, finalement, c'est quelque chose que tu apprends. Et de voir que ça fonctionne, de voir que tes équipes ont l'air épanouies, de voir que les projets sortent et que ça reste quali. En fait, c'est vraiment un super truc à vivre. Samuel. C'est dur de passer après. Hein. Là, c'est très dur. Là, c'est très dur. Par Là, contre, les réponses, essaie de les faire un peu moins longues la prochaine fois, Victor. Parce que bon, waouh C'est pas perdu. Non, juste pour dire 3 trucs. voilà, moi je dis une phrase du coup, par rapport à ce qu'il a dit. Il n'y a plus de temps là. Voilà. Non, mais par rapport à ce qu'il a dit, genre, je pense que je suis un mauvais manager. Non, en vrai, moi, je lead par l'exemple. C'est-à-dire que j'essaie de montrer aux gens mon éthique de travail. Je bosse plus que tous mes employés réunis. Je me lève plus tôt, je me couche plus tard. Et c'est normal. En même temps, non c'est normal, mais je pense que c'est... Genre, j'aime pas le management où tu commandes aux gens, mais en vrai, tu fais pas T'es le pas quart de exemplaire. ce qu'ils font, ouais, t'es pas exemplaire. Donc déjà, je pense que l'exemple est hyper important. Et après, il a raison. Je trouve que quand tu manages des gens, tu les aides à réaliser surtout leurs objectifs et à s'améliorer, tu vois. C'est pas toi dont il s'agit, c'est eux. J'ai une conversation avec le même stagiaire et je lui dis, il voulait pas faire un truc, il me dit, mais j'aime pas faire ça.
Putain, j'ai eu l'exemple hier. Et je lui dis, bah du coup, dis-moi ce que tu aimes faire. Et il me dit un truc qui est absolument lié avec ce qu'il aime pas faire. Sauf qu'il sait pas que c'est lié, tu vois. Bah, là, tu as très bien dit, l'histoire, c'est comprendre les gens. Parce que tu vois, par exemple, dans notre métier, il y a une tâche ingrate qui sont les bilans, il y a beaucoup de chiffres, il y a comment faire parler les chiffres, donner des analyses, etc. Donc, on est dans la publicité, dans l'achat d'espace publicitaire et dans les investissements publicitaires. Donc, le rapport à l'argent est très important parce que tu dois expliquer l'argent que tu as mis, si c'était utile, pas utile et qu'est-ce que ça a apporté. Donc, c'est important et c'est fastidieux et parfois laborieux. Et il m'a dit, je n'aime pas faire les bilans, je ne comprends pas. Et je lui ai dit, mais si, en fait, tu n'arrives pas à prendre du plaisir, parce que ce n'est pas quelque chose qui est forcément très sexy, mais là, tu ne prends pas de plaisir parce que tu ne comprends pas ce que tu fais. C'est toi qui as géré la campagne, c'est toi qui as tout fait, c'est toi qui as tous les éléments. Moi, je te demande juste de les mettre sur papier et d'en tirer des conclusions. Et en fait, on est dans cette partie où il fait beaucoup d'opérationnel, où je essaie de le faire monter en compétences, en conseil. Mais malheureusement, il a peur de ne pas réussir. Il a peur de décevoir parce qu'il est très content. Moi, je ne suis pas forcément un bon manager dans la forme, mais dans le fond, il sait que j'essaie de lui apporter la meilleure des choses et je l'ai embauché pour ça. Et aujourd'hui, j'essaie d'être le plus juste. Et le plus juste, c'est pas forcément tout dire toujours oui et d'être toujours le meilleur. En fait, je pense que l'équilibre, c'est à quel point tu lui dis quoi faire, mais à quel point tu lui laisses aussi de la liberté pour qu'il t'apporte des choses dont tu n'avais même pas conscience, tu vois. Canvas dans les bilans. Moi, j'ai fait que du PowerPoint et des Excel. Voilà, tu vois. Et Canvas, c'était très Mais bien. Il m'a apporté, tu vois, C'est un truc, ça va être fait différemment. Bah ouais, Ouais. tu viens à une époque où plus t'es jeune, des fois plus t'es qualifié sur certains trucs. Et toi, Amir, du coup, ton rapport maintenant, parce que c'est un rapport différent des équipes que tu gérais là-bas, parce que tu passes d'une équipe de créateurs de contenu, directeur de clientèle, à des équipes de commerciaux, avec une direction commerciale, et c'est si je ne me trompe pas. Ouais, c'est vrai. Alors, moi, ça fait quoi, une quinzaine d'années que je manage à peu près. Et je dirais que j'ai commencé à manager une équipe de 4-5 personnes sur un métier qui était celui que je faisais. C'est-à-dire que j'étais manager sur le digital et je manageais des consultants. Et à l'époque, je dirais que la manière dont j'appréhendais le management, c'était effectivement le fait d'être exemplaire et le fait d'être celui qui va guider et amener la progression. Et au fur et à mesure du temps, finalement, tu te retrouves à manager de plus en plus de gens et sur des métiers qui ne sont pas forcément les métiers tes métiers de prédilection. C'est-à-dire que tu fais un peu la symbiose. Tu n'es plus forcément expert. Et tu apprends un truc qui est qu'effectivement, moi, ça a été aussi peut-être un peu d'un côté, ça a été un point de rupture, mais de l'autre, ça a été, j'allais dire, ce qui m'a permis de m'améliorer dans le management. C'est-à-dire que tu acceptes à un moment donné que les gens qui vont être sous ta tutelle sont potentiellement meilleurs que toi sur certains domaines. Et là, ton rôle, tu n'es plus dans l'expertise métier, mais tu es plutôt dans de l'expertise stratégique, ou en tout cas de faire en sorte que l'ensemble des expertises que tu manages travaillent sur une certaine cohérence. Pour moi, le bon manager, c'est celui qui définit un cadre. C'est-à-dire que le cadre, c'est à la fois un process de travail, mais c'est aussi une protection pour les autres, ou en tout cas quelque chose qui va leur permettre de faire leur travail et de donner le meilleur d'eux-mêmes dans, j'allais dire, le respect de leur fonction. Ça, c'est Zinedine Zidane. Ouais. Non, mec, tu proposes des séances de coaching ou pas? Parce que Non, mais moi, t'as raison, tu donnes un cadre, tu donnes une vision aussi. Enfin, en tout cas, nous, tu donnes un cadre, tu donnes une vision, tu donnes du sens. Tu donnes du sens. Parce qu'aujourd'hui, chez Combini, je manage à la fois des fonctions très créatives, des fonctions stratégiques, des fonctions commerciales et des fonctions techniques. Et tu ne manages pas ces gens-là de la même manière. Ouais. Tu parlais d'un truc qui était hyper intéressant tout à l'heure sur LinkedIn et sur Instagram par rapport aux profils qui, toi, sont les profils qui sont intéressants. Certains profils chez Combini sont complètement dans ce truc-là. Ouais. D'autres sont dans la technique chez moi. Donc, ce que je vais rechercher à ce moment-là, c'est pas du savoir-être, c'est plutôt réellement de la compétence technique. C'est vrai qu'il y a des différences. Et la complexité, c'est qu'il faut pas que tu donnes l'impression à certains que tu les favorises ou que tu les mets davantage en avant par rapport à d'autres. Donc, ça implique, pour en revenir à ce que je disais tout à l'heure, de la curiosité, c'est-à-dire qu'il faut que tu comprennes le métier des uns sans avoir la prétention de penser que tu es meilleur qu'eux. Et en même temps, il faut leur proposer un projet, un cadre global qui fasse qu'ils comprennent pourquoi les uns et les autres travaillent pour les uns et pour les autres. Non, mais en vrai, ce que tu dis, moi j'en ai besoin, tu vois, parce que je suis jeune dans le management. Enfin, ça fait genre 6 ans que je manage. Ouais. Et j'ai managé des équipes de 10 personnes, tu vois, mais c'est pas, genre, je pense que c'est pas à ton niveau. Et j'apprends tous les jours, tu vois, et c'est difficile. Hein. C'est pas difficile parce que tu as des personnalités différentes, tu as des fonctionnalités différentes. Ouais. Alors, c'est. Tu ne gères pas. Mais quand tu arrives à ce que tu veux faire,
c'est un kiff absolu. Parce Ouais. qu'encore une fois, c'est de Ouais, l'humain. ouais. Quand tu arrives avec une team qui est solidaire, avec laquelle tu apprends chaque jour, et surtout, quand tu vois la manière dont les gens évoluent, alors ce que tu dis est très juste, c'est jamais vraiment 100% grâce à toi, et en même temps, tu sais que d'une certaine manière, tu as été un peu contributeur. C'est comme moi et vous. Moi, ce que je dis souvent à mes équipes, c'est un truc un peu bateau, mais que je pense réellement. Moi, mon objectif, quand je travaille avec quelqu'un, quand je le manage, c'est qu'à terme, cette personne prenne ma place. Ouais. Donc pour moi, si les choses sont bien faites, C'est l'objectif. ça doit être un cycle vertueux où ton manager, évidemment, si ça t'intéresse, eh ben, il est prêt à un moment donné, quand tu es prêt, à te laisser sa place. Et pareil pour tes équipes en dessous. Mon seul no-go, moi, c'est une question des fois d'éthique. Ouais. Quand quelqu'un n'a pas d'éthique de travail, ça bloque tout de suite. Genre, c'est très compliqué. Genre, Ouais. et c'est pour ça que ça m'intéresse beaucoup ce que tu dis, tu vois, parce que des fois, je me remets en question, je me dis peut-être que c'est ma faute, tu vois, peut-être que je ne vais pas assez bien driver, peut-être Constance, que... Mais c'est marrant parce que moi, c'est pas du tout la même chose. Moi, le no-go, c'est quelqu'un qui. Et c'est triste, hein, qu'est-ce que je vais dire, mais j'ai besoin absolument que la personne ait un bon fond. Parce que c'est un peu ma signature à moi, un peu de bonhomie, un peu de sourire, Ah ouais. etc. C'est quelqu'un qui. Il n'y a pas de stress, il n'y a pas de problème, il y a que des solutions. S'il n'y a pas de solution, il y a tout fic. Mais s'il n'y a pas de solution, c'est qui dit ça, c'est Monsieur Kilargué. Il n'y a pas de problème avec des solutions. S'il n'y a pas de solution, c'est qu'il n'y a pas de problème. Notre prof de BTS. Notre prof de de l'époque. BTS, prof de marketing. Le problème de fond du management, et c'est, je pense aussi pour ça que tu as peut-être quelques incidents de parcours, c'est que le management, et moi je l'ai vécu aussi, c'est un outil de promotion dans beaucoup de boîtes, Ouais. dans la plupart des boîtes même. C'est pas une compétence à part entière. Donc là, on revient aussi à un fondement, c'est assez récent, Ah non, mais ça, c'est où sûr, le je suis management d'accord. devient une compétence à part entière Tu deviens et pas un outil manager de promotion. parce qu'on veut te donner récompense du travail accompli, versus tu deviens manager parce que tu es bon dans ça. Ouais. Ça mérite un talk dédié à ça, mais on arrive bientôt à la fin. Donc j'aimerais conclure par, avant de dire plein de bêtises et sortir les doses, j'aimerais qu'on parle un petit peu. Aujourd'hui, si j'ai fait ce talk-là, j'ai peut-être pas assez dit tout à l'heure, c'est que j'aimerais bien aussi qu'on partage un petit peu notre vision et qu'on explique à des gens qui se lancent, qui vont se lancer, qui sont issus de milieux aisés ou pas aisés, qui ont des facilités, pas de facilités. On se rend compte qu'à chaque niveau, il y a toujours des difficultés. Nous, on a réussi à passer certaines difficultés, parfois, comme je vous dis, en créant une route qui n'était pas créée, en cassant un carreau pour ouvrir une porte qui était fermée, ou en l'occurrence, quand il y en a un qui est rentré, il a mis son pied, il a bloqué la porte, il a fait rentrer les autres. Aujourd'hui, qu'est-ce que tu dirais au Victor quand tu as commencé? Quel conseil tu lui donnerais? Qu'est-ce que tu lui dirais surtout de ne pas refaire? Et qu'est-ce que tu lui dirais de faire? Le premier, ça fait écho à ce qu'on s'est dit, c'est rester patient, résilient, et en l'occurrence, pour parler de ce que je connais, et je sais que c'est ce qui anime pas mal de monde, si tu as une passion, quelque chose vraiment qui t'anime, il faut y aller à fond, puisque ça finit par faire la différence. Dans un monde qui est extra concurrentiel, et où il y a beaucoup de gens qui veulent le job que tu souhaites, voilà, il faut être patient, il faut se laisser le temps. C'est aussi un peu un truc, moi, que je vois de la nouvelle génération, mais que j'avais aussi moi, hein, c'est putain, pourquoi ça marche pas? Pourquoi? Tu sais quoi, vas-y, j'abandonne. Je laisse. J'ai tenté 2 fois ma chance, ça fonctionne pas. Je dis, mais en fait, c'est pas 2 fois qu'il faut tenter, c'est 50 fois si tu as envie d'y aller. Et le regret, c'est difficile à dire. Je vais peut-être laisser parler mes amis pour que ça puisse m'inspirer. Non, mais quand tu as un regret, est-ce qu'il y a un truc, une opportunité que tu as ratée, ou est-ce que tu as refusé de prendre le risque d'eux? Il n'y a pas très longtemps, et en fait, c'était juste malheureusement la conjonction de la vie perso avec la vie pro où c'était pas le bon moment pour moi. Et j'ai laissé passer voilà, une opportunité. Tu regrettes? Bah, en fait, Pas forcément aujourd'hui. avec le recul, non. Avec le recul, sur le moment, sur le moment, c'est un regret. Avec le recul, tu te rends compte qu'en fait, les choses, tu les fais jamais vraiment par hasard. Du coup, Amir, après on croisera avec. On le fait dans l'autre, ok. Ce que je me dirais, c'est déjà, fais-toi confiance. Ouais. Fais-toi confiance et reste toi-même. N'essaye pas... En fait, on a intégré, si je prends le milieu de la pub, de la communication, un milieu qui n'était pas forcément notre milieu naturel, où on a dû côtoyer des profils, des gens, des codes qui n'étaient pas forcément les nôtres au départ. Nous, on venait de banlieue, on était plutôt streetwear. Hein. Et c'est vrai que tu as cette espèce de syndrome de l'imposteur au début aussi, et de truc de est-ce que je suis vraiment à ma place?
Et en fait, avec le temps et avec les petites victoires du quotidien, tu t'aperçois que oui, tu as ta place. Et tu as ta place en tant que toi. Et pas en tant que personne qui soit fait comme les autres ou soit n'assume pas réellement qui il est avec tout ce que ça peut comporter. Un regret? Non, j'ai pas de regrets. Je pense que les choses sont bien faites et encore une fois, c'est ce que tu disais. Il y a des choses peut-être que tu vis assez mal le moment venu. Il y a peut-être des moments où j'ai peut-être essayé de suivre un peu le mood là où aujourd'hui je me dirais plutôt non, reste sur tes convictions et puis c'est pas grave. Tu auras peut-être pris un peu de retard par rapport à la route que tu t'es tracée, mais finalement tu seras arrivé par tes propres moyens et avec les valeurs qui sont les tiennes. Moi, je pense que tu as des petits steps à passer. Et que y a des moments où tu recules d'un cran, mais c'est vraiment reculer pour mieux sauter. Et c'est de la compétence que tu accumules, tout simplement. Non, mais... Voilà. Allez, Samuel. je commande le Uber, je suis en- Pareil. Non, je vais paraphraser, mais ce que je pourrais dire de différent, c'est que je pense que ce qui est important, c'est de savoir, comme je disais, qui on est, ce qu'on aime. Et pour savoir ça, moi en tout cas, ce qui m'a aidé, c'est de me replonger dans qui j'étais quand j'étais plus petit. Je m'explique, quand on est jeune, mais très jeune, hein, quand on a entre 7 et 12 ans, je pense qu'on sait plus ce qu'on veut qu'après. Simba. Genre, en vrai, c'est vrai parce que tu as moins l'influence de tes potes qui disent ouais, c'est trop cool de faire ça, tu devrais faire ça avec nous et tout là. Tu as moins le regard des autres, la pression de la société. Et moi, ce que je faisais à cet âge-là, c'est que j'écrivais des histoires, je kiffais ça, je faisais que ça tout le temps. Et en fait, quand je me suis reposé sur pourquoi j'ai créé ma boîte, donc je me dirais, genre, suis genre, qui t'étais quand t'étais plus jeune. Et surtout, genre, comme tu disais, genre, fais-le tout le temps. Je pense qu'on oublie le fait qu'il faut en faire tout le temps, un peu tous les jours. Rester positif, genre, c'est trop important. Genre, en vrai, genre, c'est trop important. Le nombre d'échecs que j'ai eu et de sentiments négatifs qui m'ont été générés parce que je me sentais mal à l'aise, soit parce que j'étais complexé, soit parce que j'avais loupé un truc. Et en fait, quand je regarde, il s'est rien passé. Ça va. Bonjour et bienvenue. Je suis Toufik Terchoun, dit Touf. Cela fait maintenant plus de 17 ans que je travaille dans le marketing digital et les médias et j'ai décidé de créer mon podcast pour laisser la parole à des gens cool que j'ai rencontrés dans ma carrière. Que ce soit des gens du marché ou du milieu digital ou toute personne qui partage les mêmes valeurs de bon esprit et de bienveillance qui nous ont rapprochés. Le concept est simple, un talk décalé avec des gens calés. L'idée est de faire intervenir des gens compétents dans leur domaine pour parler de leur parcours, mais également de leurs anecdotes et de leur quotidien, tout en étant le plus décontracté. Background professionnel, problèmes rencontrés, aberrances constatées, erreurs ou solutions trouvées inventées, on parlera de tout ce que nous sommes, ce qui nous a forgés et de comment nous avons gagné notre légitimité. Marketing digital, tech, influence, luxe et tant d'autres sujets sont prévus. Les premiers invités ont déjà hâte d'en découdre avec moi, tout en espérant qu'ils soient et que vous soyez indulgents. On veut juste créer du contenu de qualité, un peu différent, mais surtout divertissant. Voilà, les présentations sont faites. Je vous donne rendez-vous tous les mois, dans un premier temps, et j'espère sincèrement obtenir votre adhésion et votre soutien. N'hésitez pas à commenter, liker, nous prendrons en compte tous vos retours pour essayer de faire mieux la prochaine fois. Merci beaucoup et bonne écoute. Bonjour, bienvenue. Bonjour. Je suis très content de vous recevoir pour ce premier épisode du Touf Talk Show. C'est un petit peu... il y a un peu de pression quand même, il faut dire ce qu'il y a. Il y a un petit peu de pression. L'idée, c'est de venir faire intervenir des gens compétents sur des problématiques sérieuses ou pas, diverses et variées. Mais c'est des gens compétents avec un ton décalé. Je vais commencer par vous présenter, et après je vais vous laisser un petit peu présenter. N'hésitez pas à intervenir entre vous. On va présenter d'abord Amir. Amir qui est directeur de la régie Combini. Exact, t'es bien renseigné. Après il y a Samuel qui est à ta gauche. Samuel Diop, Ouais. donc, qui est fondeur de l'agence Nangrata. Nangrata, ouais. Et enfin à ta gauche on a Victor Sharp, Salut. qui était Head of Social Media et Influence chez Adidas. Donc tu es en charge un petit peu de toutes les problématiques social media, marketing, social media et influence au sein d'Adidas. Ouais, pour le marché français. Pour le marché français. Donc effectivement, je travaille chez Combini où je m'occupe de la régie. En gros, c'est le revenu et c'est tout ce qu'on va imaginer mettre en place pour les marques.
sur la partie publicitaire et communication. Et moi, j'ai un background agence média. J'ai travaillé dans 2 groupes médias avant d'arriver chez Combini. Le premier, c'est le groupe Dentsu, où j'ai Il met la pression quand même. Hein. Il met la pression quand même. Pourquoi? Ouais, Dentsu, Non, mais il fait du name dropping à mais c'est mort. du name dropping. Non, mais c'est bien. Là, ça apporte un sérieux à mon truc. Là, c'est la présentation, après on se Je sais descend. même pas si je peux sortir les dossiers ou pas. Mais... Non, pas tout de suite. Non, mais voilà, 2 agences médias. J'ai commencé sur des fonctions digitales. Alors, ça remonte à très 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 loin. Puisque On peut le dire, on a digital, commencé ensemble. l'achat média digital. Alors, on va en parler, mais si on prend l'expérience Dentsu, c'était de l'achat média digital avec Dentsu qu'on appelait Cara avant. Cara à l'époque, ouais. Cara, Aegis. Et l'achat média digital, c'était un levier qu'on appelle toujours l'affiliation, le search, le display. Donc, il nous fait C'était un cours avant les réseaux sur- sociaux. Il nous fait un cours sur l'achat d'espace Non, mais publicitaire, c'était surtout les pour dire stratégies que. d'investissement publicitaire. Voilà. Bonjour. Non, mais on va y venir, mais c'était surtout pour dire que j'ai commencé à bosser avant la création de Facebook. Donc, Oh. ça remonte. Et avant la Wow. création de YouTube. Et avant la création de YouTube. Ouais. Et c'est grâce à Amir en fait qui m'ont fait venir et qui m'ont fait intégrer la boîte dans laquelle j'ai grandi, j'ai évolué. Et cette boîte, c'est une super belle passerelle parce que j'ai commencé chez Even et c'est ici qu'on s'est connu avec Victor et par extension avec toi Samuel. Ouais. Du coup Samuel, Even, c'est une bonne terreau. conversation. Ouais, de ouf. En gros, moi, j'étais chez Even, comme tu dis, et j'ai créé ma boîte Nongrata il y a maintenant bientôt 2 ans. Et le constat, c'était juste que les influenceurs les créateurs de contenu devenaient des marques à part entière, avec une orga, avec des ambitions démesurées des fois, pour l'orga qu'ils avaient à l'époque. Qu'est-ce que tu faisais chez Even justement? T'étais Chez Even, j'étais le directeur influence, c'est-à-dire qu'en gros, D'accord. j'avais une équipe d'une dizaine de personnes et on pilotait des strates d'influence pour des marques comme Disney, comme Samsung, comme Danone, entre autres des grosses marques. Donc en gros, j'ai été très tôt acculturé à comment on développe une stratégie d'influence et surtout à comment on crée une communauté autour d'une culture de marque, autour d'une culture communautaire. Donc c'était hyper formateur. Et c'est de là que m'est venu, c'est chez Even que m'est venue l'idée de créer Nongrata. Pourquoi? Parce qu'il y avait un manque, il y avait quelque chose Il y avait d'incompréhension. clairement un manque. En fait, ce qu'il faut que tu te dises, c'est que les contenus aujourd'hui qu'on regarde quand on a 15 ans, tu vois, genre l'imposteur de Squeezie, les vlogs de Lena, dans 20 ans, ce sera des produits cultes. Ce sera genre, nous on parle de nos rêves de quand on avait des années 90, ben, pour les jeunes d'aujourd'hui, ce sera ça la rêve. Et donc je me suis dit, j'ai envie d'investir dans cette culture, j'ai envie de permettre aux créateurs d'aller encore plus loin, en leur proposant non pas un accompagnement commercial, parce que c'est ce qui se fait déjà avec des agences, mais un accompagnement créatif. Donc c'est un studio créatif pour les créateurs. On a une boîte à outils où tu viens et tu as des réals qui t'accompagnent, tu as des monteurs, moi en tant que directeur de création, j'accompagne aussi les créateurs. On bosse avec Lena Situation, on bosse avec Ben Never, on bosse aussi avec des marques. Et du coup, en parlant d'influence, parce qu'on dit toujours Head of Influence et Social Media chez Adidas, toi, Victor, on a eu l'occasion de travailler ensemble chez Even. On a travaillé longtemps ensemble, très bien. Je suis très content de t'avoir formé. Parce que bon, je t'ai un peu aidé quand Il même. fallait qu'ils le disent. Hein. Bah donc, moi, ça fait 4 ans que je suis chez Adidas. Là, il y a quelques mois, ça va faire 4 ans. Donc, je fais partie d'une entité qui s'appelle la Newsroom. En gros, la Newsroom, c'est le pôle éditorial de la marque. Il y a une newsroom par pays. Et dans cette newsroom, tu as différents pôles. Et tu as un pôle social media, tu as un pôle influence. Ça s'appelle pas comme ça. Chez Adidas, ça s'appelle Digital Publishing et Partner Publishing. Mais en gros, voilà, c'est ce qui part de nos plateformes ou c'est ce qui part, les messages Adidas qui partent aussi des plateformes de nos ambassadeurs, donc que ce soit les artistes ou nos athlètes et de plus en plus du coup nos influenceurs, qui est une entité qui finalement était un petit peu négligée par la marque fut un temps parce que justement on les appelait pas créateurs de contenu parce qu'il y avait à boire et à manger, ils n'avaient pas forcément bonne réputation et depuis maintenant 3 ans, aujourd'hui, ce qu'on appelle les digital talents ou digital influenceurs chez nous ont pris une part prépondérante parce que ils sont crédibles, ils sont authentiques, ils sont capables de effectivement rassembler des communautés, parler à la Gen Z qui est pour nous Adidas la cible prioritaire et avec qui on peut construire des super histoires. Mais au tout départ, je viens du social et je viens vraiment de la création de contenu. Ma première expérience, c'était chez Air France. Pur social, pour le coup,
C'était le début de Facebook, enfin le début. En tout cas, c'était le moment où les marques commençaient vraiment à s'y intéresser. Aujourd'hui, moi, vos récits, je me les approprie un petit peu parce qu'en fait, vous êtes très inspirant en vrai. Vous êtes inspirant parce que moi, quand je parle à des anciens collègues ou quand je parle à des amis et que je vois qu'ils réussissent et qu'ils ont des positions, parce qu'on a des positions, chose que c'est intéressant de se dire, parce que quand on vient de là où on a vient, énormément de chance, bro. moi j'ai eu la chance, je dis la vérité, d'avoir des amis. J'ai des amis avec qui j'ai commencé, des amis de toujours, et je me suis fait des amis dans le milieu. Ce qui fait que quand je me suis mis à mon compte, à date, j'ai jamais eu besoin de faire de la prospection. Déjà, je pense qu'on n'est pas encore arrivé, mais genre, moi, je suis content de là où je suis. Je suis fier déjà, même si j'ai pas fait énormément de choses. Je pense que la première des choses, moi, que j'ai appris de ma petite expérience, si ça peut aider des gens, c'est de se connaître. Et moi, j'étais j'étais pas un cancre. Je pouvais être très fort dans certaines matières, mais je me faisais chier à l'école. Et genre, j'ai fait du droit, j'ai fait des trucs, mais genre, je venais une fois sur 10. Genre, ça me barbait. Genre, je comprenais pas l'utilité du truc. Et c'est pas une critique, parce que pour d'autres, ça marche, tu vois. Mais pour moi, pour mon profil, c'était complètement genre à côté de la plaque. Et j'avais la pression de mes parents qui me disaient d'y aller et tout, mais j'y arrivais pas. Donc, je faisais de la musique, je faisais des trucs aussi. T'as été diplôme J'ai même pas eu mes diplômes, gros. D'accord. Genre, en vrai, là, je révèle des trucs. C'est des mensonges. C'est la première fois qu'il nous le dit. Ça se passe dans le Touf Talk Show. Ça se passe, exactement, je te jure. C'est des mensongers. Non, mais en vrai, et genre, j'ai eu un sentiment d'échec pendant beaucoup d'années, tu vois. Et c'est aussi la raison du nom de ma boîte, tu vois. Et donc, je suis parti de loin. Non grata, exactement. Et donc, j'ai fait beaucoup de trucs où je me sentais pas bien. Et le jour, et je te jure, j'ai rencontré un prof qui était prof en culture G. Et frérot, il m'a expliqué des trucs. Je te donne un exemple, il m'a expliqué pourquoi le concept de zombie était un concept anthropologique, genre qui servait à la société, genre de ouf. Et genre pourquoi c'était un concept politique et social. Genre ça n'a aucun lien normalement. Mais si je te l'explique, c'est une dinguerie. Il m'a donné un déclic et je me suis dit, mais c'est ça que j'aime. Genre, J'aime les zombies. J'aime les... J'aime les zombies. Il a dit, j'ai compris, j'aime les zombies. J'aime les zombies. Non, mais en gros, je suis curieux. Genre, j'ai fait plein de trucs. En gros, entre mon bac et maintenant, j'ai été monteur, réal, j'ai fait de la musique, j'ai fait de l'animation 3D, j'ai fait de l'affiliation, j'ai fait du média, j'ai été secrétaire. J'ai été chez Monoprix, bref, j'ai fait tous les métiers du monde, j'étais manutentionnaire. Et genre, et en vrai, je savais pas ce que j'aimais, tu vois. Et c'est à ce moment-là que je me suis dit, en fait, j'aime juste creuser les choses, je suis curieux. En fait, on te projette dans un modèle type de ce qu'est la réussite ou l'échec. Et tu considères, en fonction des outils qu'on te donne, que c'était soit d'un côté, soit de l'autre. Exactement, alors qu'il n'y a pas de mauvaise solution, tu vois. Exactement. Tu vois, C'est difficile de parler après toi parce que t'as tout fait là. Non. Moi, je vais paraphraser. Écoute. Je pense que moi, si je parle juste d'Amir et moi, parce qu'on a fait beaucoup de jobs d'étudiants, etc. Frère, on a été animateur en maison de quartier. Moi, j'ai fait videur dans une boîte de nuit, une nuit. Mais c'est bon, tu l'as fait. Ils pas le temps. On m'a viré. J'ai fait agent de sécurité à Leroy Merlin avec Astin. Pourquoi t'as viré? Attends, pourquoi t'as viré? C'est ça l'histoire. Pourquoi t'as viré? Il laissait rentrer tout le monde. Il laissait rentrer tout le monde. J'ai travaillé dans un restaurant chinois. J'ai voulu faire des restaurants. J'étais le premier à vouloir faire un restaurant chinois halal parce que j'étais persuadé que ça allait marcher. Mais c'était 10 ans trop tôt. C'est l'archétype du mec qui a les bonnes idées avant les autres, mais qui va pas au bout déjà trop tôt. Impatient. Et qui va pas au bout. C'est-à-dire qu'il touche le truc du doigt et puis il est déjà sur autre chose. Et c'est une belle leçon de vie. C'est une belle leçon de vie parce que... Ouais. Mais du coup, ça t'enseigne que je me suis mangé les doigts. Il faut avoir la bonne idée et il faut avoir la persévérance, ou en tout cas le souci de mener cette idée jusqu'au bout. Un truc à retenir de ça, c'est qu'il ne faut pas avoir peur d'avoir les idées et pas avoir peur d'y aller. Le truc que je recommande fortement, c'est dans tous les cas d'y aller à fond, mais d'aller jusqu'au bout et pas de s'arrêter en pensant que ça ne marchera pas, que c'est une mauvaise idée et que potentiellement il fallait faire une autre idée. Parfois, la première idée est souvent la meilleure. Mais en vrai la vérité, c'est que que ce soit un taf d'entrepreneur en inside comme Victor à l'intérieur d'une boîte ou nous à l'extérieur, genre c'est toujours une mort, tu vois. C'est-à-dire que je te jure, monter une boîte, c'est comme si tu te tuais pour... Genre c'est trop dur. Ah ouais, c'est trop dur, donc du coup il faut être genre prêt à avoir des échecs de fou tout le temps. Il y a des gens qui sont un peu autistes de l'échec, c'est-à-dire que
Genre, j'en connais des gens, genre, des proches qui loupent, mais qui sont tout le temps genre joyeux, genre qui sourient, qui sont tout le temps genre positifs. Genre, moi, c'est un truc que j'ai appris cette année, tu vois. C'est une question de mindset. Ah, C'est une question de moi, mes mindset. premiers échecs, j'ai eu beaucoup de mal à faire le deuil de mes premiers échecs. Il y a le premier échec et il y a l'échec quand tu as réussi. Parce que les premiers échecs quand tu es jeune, ça va. Genre pour ceux qui ont 20 ans, 21 ans, ça va. Genre parce qu'on te dit, ah, t'es jeune et tout. Quand tu réussis et qu'après tu loupes, ah, frère, c'est dur. Genre moi j'ai compris un truc, c'est que peu importe ce que tu loupes, genre, au bout d'un moment ça va marcher. Tu vois, genre si t'es vraiment passionné, si t'es sincère avec toi-même. C'est ça, la sincérité et le sérieux. Mais Ouais. ça, c'est un bon message, ce côté passionné, la persévérance, mais aussi la passion. Il y a pas si longtemps, justement, j'étais avec un jeune mec d'agence passionné de sport qui m'a posé pas mal de questions sur Ça ressemble un petit peu à ton parcours. Exactement. Donc non, mais c'est facile du coup de lui parler de ça, puisque c'est exactement ce qui m'est arrivé. Moi, effectivement, j'étais dans une position confortable en agence, mais dans une agence qui ne respirait pas trop le sport, quoi. Et pour le coup, c'était vraiment ma passion. J'ai essayé de monter une offre, ça a pas pris. Je me rappelle. Pourquoi ? Parce qu'on n'avait pas les références derrière, on avait très très peu de cases qui parlaient de sport, et parce que tout simplement, je pense que je rencontrais pas les interlocuteurs dans l'agence qui partageaient cette passion-là avec moi, quoi. Ce côté passion, il faut pas le sous-estimer. Il faut pas se dire ouais, ok, c'est juste un mot sympa et en fait on l'a tous. Non, si tu l'as, faut vraiment y aller à fond, il faut croire en toi. Ce mec-là avait essuyé plusieurs revers justement chez quelques annonceurs sport et il était déjà en train de baisser les bras. Je lui ai dit écoute, non, persévère et un jour ça va le faire. C'est aussi simple que ça entre un candidat et un autre, et en tout cas c'est la culture qu'on enseigne chez Adidas. Ça va pas jouer sur le CV, ça va pas jouer même sur les expériences précédentes, encore moins sur le diplôme, mais surtout sur ce que tu vas réussir à transmettre. Et moi je sais, parce que c'est ce que la RH m'avait dit à l'époque, le job, je l'ai eu uniquement sur ce côté passionnel. C'était l'année justement où Adidas avait signé Arsenal, donc c'était il y a 4 ans maintenant. Je me souviens très très bien. Et je lui ai dit, écoutez, moi si cette année-là je ne rentre pas chez Adidas alors que mon club de cœur vient de signer, il y a quelque chose qui ne va pas. Mais vraiment, je l'ai dit comme ça. Ensuite, j'ai dû faire probablement 10 minutes sur Arsène Wenger. Parce que tout le monde est surdiplômé. Oui. Tout le monde a de bonnes expériences. Où est-ce que tu viens ? La marge, elle se joue là-dessus. Et je trouve qu'en France, sur la passion, genre, je te jure, les gens ne sont pas passionnés. Il y a un genre de cringe autour de la passion. Ouais. Genre, moi, j'adore les Japonais parce qu'ils sont trop passionnés. Genre, vraiment, quand ils aiment un truc, c'est too much. Genre, vraiment, ils vont faire des chorés sur un truc. Ils vont à fond. Ils y vont à fond. Et genre, et il y avait un gars, il y a un terme au Japon que c'est otaku, c'est les passionnés à fond, tu vois, vraiment trop. Et un frère d'otaku qui disait, je l'envie parce que j'ai l'impression qu'il vit plus que moi. Parce que nous, en tant que gens normaux, on est dans une genre de retenue par rapport au regard des gens. Tu vois, genre, t'es passionné de Naruto, mais tu vas pas t'arrêter dans la rue et faire un. Tu vois, genre. crier sur les parce toits. qu'il y a ce truc de regarder les alors autres. qu'au fond de toi, frérot, t'as envie de. Moi, dans ma bio, encore sur LinkedIn, dans ma bio Twitter, il y a toujours écrit Akatsuki, mon frère. Ah ouais. Je te le dis, moi, Attends, j'assume ouais, totalement. mais tu dans vois, mon CV, il y a écrit Akatsuki. mais- Pourquoi ? Ouais, monsieur, je fais partie d'Akatsuki, mec. Et de Tu ouf, vois ce que je veux dire ? mais tu vois, genre lui, il avait une passion sur le foot, où genre tu disais, mais il est un peu fou, tu vois. Mais en vrai, J'avais des regards parfois au self où je parlais de foot, les gens rigolaient, mais je m'en foutais. Alors là, mais vraiment. ouais, genre parce que les gens ils sont. Mais ça amène Rien à peut-être faire. à deux autres Il est toqué. qualités ou en tout cas caractéristiques pour moi qui sont des critères de réussite. En plus de la passion, tu as la résilience, c'est-à-dire qu'à un moment donné, tu as des tas de gens qui chuchotent à ton oreille, qui te conseillent, qui considèrent qu'à un moment donné, il vaudrait mieux que tu ailles à droite plutôt qu'à gauche. Et je pense que c'est hyper important. Et du coup, Amir, c'est Zidane. c'est le Quand troisième il dit un point. truc, il dit que des trucs. Non, mais se dire qu'à un moment donné, tu as un objectif. Connais-moi, trois Ah, syllabes. c'est Alors, mieux peu Zidane, importe du coup. comment tu vas y arriver, mais tu as un objectif et tu essayes de t'y tenir. Vous allez peut-être me prendre pour un fou, mais moi, je me reconnais pas dans ça en fait. La J'ai résilience ? pas- Non, pas dans la, si, dans la résilience, si, mais dans la passion, le fait. Alors qu'en vrai, on le voit tout à l'heure, j'ai dérivé tout de suite sur une question, c'est que j'aime bien mon boulot, etc. Mais j'ai pas mis ça au niveau de passion parce que je suis pas venu là, parce que j'ai voulu venir là. C'est fait de fil en aiguille, c'est que des bonnes rencontres. En fait, moi, ce qui m'a guidé aussi dans mon C'est travail, les gens. c'est les gens. Mais toi, t'es passionné des gens, toi. Et peut-être. Moi, oui, c'est les gens. Moi, c'est les rapports. ça se Ça veut voit. dire, je peux, Ça moi, se je voit peux- dans comment t'interagis. je peux faire
quelqu'un que j'aime bien, je lui donne tout et je ferai tout Ouais. pour lui. Tu vois ce que je veux dire? Frère, moi, je suis à l'opposé de toi. Genre, moi, je suis enfermé chez moi. Genre, je suis un asocial. C'est très difficile pour moi de me faire sortir, tu vois. Tu sais, pendant le Covid, heureusement que j'étais entrepreneur. J'aurais pété les plombs. Heureusement Moi, que le j'avais Covid, écrit. c'est la meilleure période de ma vie. Moi aussi, là, mais c'est juste parce que je j'avais sortais. On en a fait. vraiment l'extraverti, Ouais. le cliché extraverti, le cliché Ah, introverti. mais moi, j'étais là. Mais par contre, Frérot, je travaille. tu sais ce que je Ça se faisais? travaille. Je faisais des petites miniatures chez moi. Je te les montrerai un jour si tu viens chez moi. J'ai des petites maisons, je faisais des petites villes miniatures. Kiff de ouf. J'étais Franchement, en aux anges. vrai, t'aurais fait un contenu, je l'aurais regardé. Ouais, pas d'obligation d'aller voir des potes, pas d'obligation d'annuler au dernier moment. Genre en mode ouais, mais- mon chat est malade. Mais nous, c'est ce qu'on kiffe. C'est ce qu'on Encore on doit manger. Il est encore malade, putain. Attention, parce que tous les liens ne sont pas forcément sincères et sont parfois, dans le cas d'autres positions, c'est souvent, ils sont parfois intéressés. Tu vois ce que je veux dire? Par exemple, Ok. quand je gérais un gros budget, il y avait beaucoup de gens qui m'appelaient, qui étaient les meilleurs amis du monde. Le jour où j'ai quitté, ils m'ont plus jamais eu de nouvelles. T'as fait quoi du coup quand t'as été 2 mois de trou? C'est quoi les sentiments qui sont passés à travers toi? Grosse crise de confiance, grosse crise d'angoisse. J'ai jamais fait une crise d'angoisse de ma vie. Je crois que celle-là, j'ai eu une crise d'angoisse de ma vie. Ça veut dire le pire de vœux. Si moi, je suis parti le 4 décembre, j'ai laissé passer du moins les fêtes, etc. J'ai été faire des cartes de vœux, j'ai été acheter des chocolats, des conneries de fou avec un cadeau. J'ai fait une carte personnalisée par un DA un peu décalée. J'ai envoyé à tout le monde, etc. Et pas de réponse. Tu vois, t'as envoyé à tout le monde par livreur. Hein. J'ai un copain qui était. Ça, c'est qui l'époque était chauffeur. Nakama. Ouais, Nakama, début Nakama, pas aucune réponse, etc. Mais vraiment, crise totale. Et à un moment donné, le banquier qui t'appelle, qui dit mon coco, là, t'es en train de claquer des ci et des 100, ta société elle est créée, mais Il y a rien qui rentre. il n'y a rien qui rentre. Et moi, à ma chance, j'avais fait une seule reco. Une seule reco. C'était pour la caisse d'épargne, c'était pour les Jeux Olympiques de Rio, qui m'a appelé, il me dit ouais, voilà, la reco que tu nous avais faite, on n'a pas forcément envie de la faire avec quelqu'un d'autre que toi. Est-ce que tu es à même de pouvoir la faire? Oui, ok, pas de souci. Donc je leur refais la reco, etc. Et quand le banquier m'appelle, qui me dit ouais, t'es dans le rouge, tout ce que tu veux, etc. Et je raccroche, et là vraiment, je suis en bad trip total. Je reçois un texto de la comptabilité de BPCE. Bonjour, le virement de 120 000 euros vient d'arriver sur ton compte. C'est de l'achat d'espace. Hein. Je margeais à hauteur de 12-15%. Mais il y a 120 000 euros qui sont arrivés sur ton compte. J'ai appelé le banquier, mais avec un qui. Je m'achète une maison au Caïman. Ah ouais, non, mais autre expertise. Attention, tu crées une société, c'est bien. Soyez accompagné. Soyez accompagné. Parce que moi, j'ai cru que j'allais gérer une société comme je gérais mon pôle. C'est pas la même chose. Ce que tu dis est intéressant parce que c'est un peu symptomatique du milieu dans lequel on est, dans le secteur dans lequel on travaille, qui est la publicité, la communication, où finalement, il faut quand même que tu sois un minimum armé parce que tu es quand même dans un milieu où tu as beaucoup de connivence, beaucoup de proximité. Tout de suite, moi, ça m'avait un peu, pas choqué, mais tu es dans un truc où les gens te tutoient dès lors qu'ils parlent avec toi pour la première fois. Et quand tu es en agence, ce qui a été ton cas, ce qui a été votre cas, ce qui a été aussi mon cas, même si c'était plutôt de l'agence média, tu es énormément sollicité. Tu es énormément sollicité et je pense que quand tu n'as pas forcément les bagages, les armes, l'environnement, tu peux peut-être avoir l'impression, surtout quand tu es jeune, que cet intérêt, il est énormément lié à ta personne, à ce que tu es toi. Ouais. Plutôt qu'à ta fonction et potentiellement à tes responsabilités. Et je pense que Ah oui, alors, je vois ce que tu veux dire. tu vois Tu peux te tromper en te tu peux disant, un peu te tromper. j'ai des contacts alors que c'est juste. Exactement. On a eu ce débat là souvent. Et c'est relié à ce que tu dis, parce que quand tu pars de là où tu es, tu as énormément de gens autour de toi, tu te dis, bon, je vais ouvrir mon truc, et finalement, les contacts que j'ai eus, les personnes qui potentiellement ont été celles avec lesquelles j'ai énormément interagi, c'est des gens que je vais retrouver. Alors que c'est plus le cas, parce que toi, quand tu pars sans tes comptes, sans ton budget, sans tes responsabilités, sans ta position. Et c'est vrai que moi, c'est un truc que j'avais un peu vécu, entre guillemets, à mon petit niveau, quand j'étais plus jeune, c'est quand je suis passé du digital au content. Tu as tout un écosystème autour de toi qui te sollicite, avec lequel tu interagis. Moi, c'était aussi l'époque où j'avais pas une vie personnelle, je dirais, aussi riche et aussi remplie qu'aujourd'hui. Et c'est vrai que quand... Moi, c'est ce qui m'est arrivé, mais... À mon petit niveau, vraiment, quand tu passes d'un levier qui est le digital que tu maîtrises, donc une spécialité par rapport à laquelle tu as des interlocuteurs, et que tu passes à une autre spécialité, et donc potentiellement tu pars du principe que les interlocuteurs que tu avais, tu les intéresses moins, effectivement ton téléphone sonne un petit peu moins, il faut que tu reconstruis un peu ton réseau. Et par rapport à ce que tu dis, je pense que le saut dans le vide que toi tu as connu entre j'ai mon statut en agence et je passe à mon compte, il doit être 10 fois, 100 fois plus brutal que celui que moi j'ai pu voir et j'ai pu vivre. Et c'est vrai que là-dessus... Mais moi je pense que tu l'as eu aussi quand tu es passé d'agence à régie. Et on en a ouais, parlé. un peu. Alors oui, c'est vrai, mais
Alors Un déjà, peu Mais t'étais préparé. alors Mais déjà, t'étais préparé. déjà un peu différent parce t'as que la marque derrière aussi. Donc, Et déjà, alors moi, si tu veux, la transition, elle est beaucoup moins brutale que ça, parce que déjà, je suis chez Combini depuis à peu près un an. Donc, si tu veux, tout le retour d'expérience et tout le post-mortem sur ces sujets-là, je l'avais déjà fait auparavant. Voilà, je l'ai placé, j'avais dit que je le placerais. Moi, j'adore tous ces mots que voilà. tu me places. Et en fait, ce truc-là, ce deuil-là, tu le fais déjà bien avant. Tu le fais déjà bien avant. Et la réalité, c'est exactement ce que tu dis, c'est que tu passes d'une agence à un média. Et aujourd'hui, il y a autant... Alors, c'est une autre forme de relation, mais De on a publicité. énormément d'interactions avec les marques. Alors, effectivement, tu es dans un rôle où c'est plutôt toi qui va être force de proposition, contrairement à quand tu es en agence où tu as plutôt tendance à être sollicité. Il n'y a pas de saut dans le vide en réalité. Le réel c'est questionnement, plus- mais je vais passer peut-être sur une autre de tes thématiques, c'est la question que tu te poses sur ta capacité à passer d'un rôle où tu es plutôt acheteur, entre guillemets, donc tu vas plutôt concevoir les stratégies, les proposer aux marques, à un rôle où c'est plutôt toi qui va être à l'initiative Quête et commerciale. force et de qui va vendre. proposition. Donc, la question que tu te poses, c'est est-ce que... Alors moi, c'est un truc que je pensais que j'avais, c'est aussi pour ça que j'y suis allé, mais tu as toujours un petit doute ou un petit saut dans le vide en te disant est-ce que vraiment je vais m'épanouir dans cette fonction autant que la fonction Je vais précédente. rebondir. Est-ce que c'est pas parce que à un moment donné, quand on est dans un cadre, dans une société, on nous formate à une vérité, mais qui est la vérité de la boîte dans laquelle on est, qui n'est pas forcément la vérité tout court. De toute façon, je pense qu'il y a un truc, moi, que je sais pas si c'est vrai pour tout le monde, hein, mais je pense que les personnes qui arrivent à s'en sortir et à faire ce qu'elles veulent faire, au final, elles définissent elles-mêmes leur poste. Moi, j'ai jamais respecté une fiche de poste. Et je pense qu'il y a une base, je pense, qu'on attend de toi, c'est l'hygiène, c'est la base, c'est le minimum. Et il y a le miles en plus que tu fais, et c'est ce qui compte, tu vois, en vrai, parce que l'hygiène, tout le monde peut la faire, tu vois. Enfin, Ouais, c'est vrai. beaucoup plus de monde qui peut la faire. Et après, tu as le miles en plus. Et je pense que moi, j'ai des stagiaires qui, par exemple, ont du mal à se dire je vais faire ce qu'on m'a pas demandé de faire, tu vois. Et, Ah oui. et je vais anticiper sur des trucs parce qu'ils sont peut-être pas encore dans ce mindset-là, tu vois. Et moi, c'est un truc que j'ai eu très jeune parce que j'étais curieux. Et vraiment l'opposé, toi et moi. Après, t'as Alors, aussi. pote, moi, tu me dis, il y a ça à faire. Comment je vais esquiver? Non, mais tu sais que C'est faux, bien t'as évidemment. aussi un retour à. Notamment chez les. Enfin, tu parles des stagiaires, donc des générations un tout petit peu plus jeunes. Ouais. Et en ce moment, il y a pas mal de trends qui en parlent et tout ça. Tu as aussi Ah oui. un retour à je vois pas pourquoi je ferais plus Ouais, que ce qui m'a Non, demandé après, de. Oui. tout à fait. Parce que Ça, je respecte. malheureusement, c'est aussi. Enfin, malheureusement, Ouais, mais pas. parce que C'est un sujet de rapport au travail qui a complètement Voilà, changé. Mais ça, je suis truc-là a d'accord. changé. Et il y a Ça, aussi, je- il y a aussi ça. à Et- prendre en et la compte. Après, moi, formation. je suis hyper d'accord avec toi. Ce qui fait la différence, c'est cet extra mile. Et c'est ce qui va, du coup, même finir par. Bah, c'est l'envie, en fait. Te donner ta vraie fiche de poste. Ok, en fait, ce Ouais. mec-là, c'est Sam et sa fiche de poste, c'est exactement ce qu'il nous propose. C'est l'envie, en fait. Moi, j'étais un pirate, hein, je faisais n'importe quoi. Genre, quand j'étais chez Evan, là, tu demanderas à Arthur, je faisais absolument pas ce qu'il me demandait de faire. Genre, tant que ça marchait. Il était à la compta. Je vous souhaite tous, je vous souhaite tous Il arrive, d'avoir un Samuel Job nettoyer à un moment le dans matin, votre équipe. putain. Non, mais Mais de pas en avoir vrai- des pirates Non, comme mais moi. ce qu'il dit, c'est hyper important. Il y a deux choses déjà, parce que c'est important pour les générations qui nous écoutent et tout, pour tout le monde. En gros, on a tous notre rapport au travail, et moi, je respecte grave les gens qui disent j'ai envie de me consacrer à autre chose qu'à mon taf journalier. Je veux un taf journalier qui ne me prenne pas de temps quand je suis chez moi. Chacun sa vision du travail, et je respecte ça de ouf. Genre, franchement, en fait, c'est une question de est-ce que tu te connais ou tu te connais pas. Genre. Bah, moi, je veux dire ce qui me choque. Autant le travail, moi, c'est devenu ma passion, parce que parce que je passe du très bon moment, mais je comprends pas les gens qui n'arrivent pas à switcher et qui sont du mal à cause de ça. Qui n'avaient pas switché chez eux. Exactement. Ça veut dire le travail, c'est fini, c'est que je me casse la tête avec des prises de tête, etc. Je peux comprendre aujourd'hui, quand je suis entrepreneur, d'avoir des prises de tête, etc. Et je me suis rendu compte, malheureusement, grâce au mariage, que parfois, j'extériorisais pas forcément des stress que j'avais, etc. Et que j'avais du mal à comprendre que ça venait de ça. Ok, ça peut arriver. Mais j'ai cette capacité à, ça y est, il est 19h, tu peux taper la tête contre le mur, m'appeler 10 fois, c'est fini. Ouais, Ça va mais être en bien, vrai, quoi. c'est une force et tout le monde l'a pas. En vrai, Et rends-toi c'est ça compte que je comprends pas. bah, rends-toi compte qu'aujourd'hui, par exemple, moi, quand je demande à quelqu'un de postuler à un poste, son CV, j'en ai rien à foutre. C'est son compte Instagram, son compte LinkedIn. Donc, du coup, c'est très personnel. Tu vois, c'est des trucs qu'il poste quand il n'est pas forcément au taf. Genre. Et du coup, il y a des gens,
moi j'ai des personnes que je connais qui sont pas dans les réseaux sociaux et qui comprennent pas et qui ont la pression parce qu'ils se disent genre ma vie personnelle en fait je dois la mettre en scène, je dois la truc, genre ça me poursuit chez moi, C'est chiant. c'est très chiant pour eux, tu vois. Et donc du coup tu es quand même dans un monde où tu es en représentation constante et il y a des gens ils veulent juste être en famille, tu vois, genre tranquille, genre vivre leur vie, payer leurs C'est factures. une très bonne transition que tu me parles de tes équipes. Vous êtes bon manager? Parce que vous gérez toutes les équipes, même moi-même je gère des équipes. Toi, Victor, aujourd'hui, tu gères combien de gens? 5. 5. Que ça se passe bien? Tu te penses un bon manager? Écoute, En toute humilité, hein, c'est pas. j'espère en tout cas. Enfin, C'est dur de dire qu'on a un bon manager. Ouais. Hein. Ouais, c'est pour ça que je parle d'humilité. Mais ce que je peux te dire avec certitude, c'est que j'aime bien. Enfin, vraiment. Moi, c'est une étape dans ma carrière. Je faisais du management chez Even, mais c'était différent dans la mesure où, en fait, mon équipe pouvait switcher d'un client à l'autre. À ce moment-là, c'était plus sous ma responsabilité. Là, c'est vraiment la marque, mon équipe et notre capacité à délivrer les projets. Donc, il y a un vrai sens d'appartenance aussi. Et en fait, moi, j'adore ce nouveau rôle. Ça se voit. Et pourtant, je viens du content et je craftais des campagnes. C'était ma prod, c'était le photographe avec lequel j'avais envie de travailler, le vidéaste, etc. Donc, au départ, il y avait une peur de lâcher un peu prise. Mais en fait, finalement, c'est quelque chose que tu apprends. Et de voir que ça fonctionne, de voir que tes équipes ont l'air épanouies, de voir que les projets sortent et que ça reste quali. En fait, c'est vraiment un super truc à vivre. Samuel? C'est dur de passer après. Hein. Là, c'est très dur. Là, c'est très dur. Par Là... contre, les réponses, essaie de les faire un peu moins longues la prochaine fois, Victor. Parce que bon, Waouh. C'est pas perdu. Là, Non. Juste pour dire 3 trucs. Voilà, moi je dis une phrase du coup, par rapport à ce qu'il a dit. Il n'y a plus de temps là. Voilà. Non, mais par rapport à ce qu'il a dit, genre je pense que je suis un mauvais manager. Non, en vrai, moi je lead par l'exemple. C'est-à-dire que j'essaie de montrer aux gens mon éthique de travail. Je bosse plus que tous mes employés réunis. Je me lève plus tôt, je me couche plus tard. Et c'est normal en même temps. C'est normal, mais je pense que c'est. Genre, j'aime pas le management où tu commandes aux gens, mais en vrai, tu fais pas le quart de ce qu'ils font, t'es pas exemplaire. Donc, déjà, je pense que l'exemple est hyper important. Et après, il a raison. Je trouve que quand tu manages des gens, tu les aides à réaliser surtout leurs objectifs et à s'améliorer, tu vois. C'est pas toi dont il s'agit, c'est eux. J'ai une conversation avec le même stagiaire et je lui dis. Il voulait pas faire un truc, il me dit mais j'aime pas faire ça. Putain, j'ai eu l'exemple hier. Et je lui dis bah du coup dis-moi ce que t'aimes faire. Et il me dit un truc qui est absolument lié avec ce qu'il aime pas faire. Sauf qu'il sait pas que c'est lié, tu vois. Bah là, tu as très bien dit, l'histoire c'est comprendre les gens. Parce que tu vois, par exemple, dans notre métier, il y a une tâche ingrate qui sont les bilans, il y a beaucoup de chiffres, il y a comment faire parler les chiffres, donner des analyses, etc. Donc on est dans la publicité, dans l'achat d'espace publicitaire et dans les investissements publicitaires. Donc le rapport à l'argent est très important parce que tu dois expliquer l'argent que tu as mis, si c'était utile, pas utile et qu'est-ce que ça a apporté. Donc c'est important et c'est fastidieux et parfois laborieux. Et il m'a dit, je n'aime pas faire les bilans, je ne comprends pas. Et je lui ai dit, mais si en fait, tu n'arrives pas à prendre du plaisir, parce que ce n'est pas quelque chose qui est forcément très sexy, mais là, tu ne prends pas de plaisir parce que tu ne comprends pas ce que tu fais. C'est toi qui as géré la campagne, c'est toi qui as tout fait, c'est toi qui as tous les éléments. Moi, je te demande juste de les mettre sur papier et d'en tirer des conclusions. Et en fait, on est dans cette partie où il fait beaucoup d'opérationnel, où je essaie de le faire monter en compétences, en conseil. Mais malheureusement, il a peur de ne pas réussir. Il a peur de décevoir parce qu'il est très content. Moi, je ne suis pas forcément un bon manager dans la forme, mais dans le fond, il sait que j'essaie de lui apporter la meilleure des choses et je l'ai embauché pour ça. Et aujourd'hui, j'essaie d'être le plus juste. Et le plus juste, c'est pas forcément tout dire toujours oui et d'être toujours le meilleur. En fait, je pense que l'équilibre, c'est à quel point tu lui dis quoi faire, mais à quel point tu lui laisses aussi de la liberté pour qu'il t'apporte des choses dont tu n'avais même pas conscience, tu vois. Canvas dans les bilans. Moi, j'ai fait que du PowerPoint et des Excel. Voilà, tu vois. Et Canvas, c'était très bien. Il m'a apporté, tu vois. C'est vrai que ça va être fait différemment. Bah ouais, tu viens à une époque où plus t'es jeune, des fois plus t'es qualifié sur certains trucs. Et toi, Amir, du coup, ton rapport maintenant, parce que c'est un rapport différent des équipes que tu gères là-bas, parce que tu passes d'une équipe de créateurs de contenu, directeur de clientèle, à des équipes de commerciaux, avec une direction commerciale, et c'est si je ne me trompe pas. Ouais, c'est vrai. Alors, moi, ça fait quoi, une quinzaine d'années que je manage à peu près. Et je dirais que j'ai commencé à manager une équipe de 4-5 personnes sur un métier qui était celui que je faisais. C'est-à-dire que j'étais manager sur le digital et je manageais des consultants. Et à l'époque, je dirais que la manière dont j'appréhendais le management, c'était effectivement le fait d'être exemplaire et le fait
d'être celui qui va guider et amener la progression. Et au fur et à mesure du temps, finalement, tu te retrouves à manager de plus en plus de gens et sur des métiers qui ne sont pas forcément les métiers tes métiers de prédilection. C'est-à-dire que tu fais un peu la symbiose. Tu n'es plus forcément expert. Et tu apprends un truc qui est qu'effectivement, moi, ça a été aussi peut-être un peu d'un côté, ça a été un point de rupture, mais de l'autre, ça a été, j'allais dire, ce qui m'a permis de m'améliorer dans le management. C'est-à-dire que tu acceptes à un moment donné que les gens qui vont être sous ta tutelle sont potentiellement meilleurs que toi sur certains domaines. Et là, ton rôle, tu n'es plus dans l'expertise métier, mais tu es plutôt dans de l'expertise stratégique, ou en tout cas de faire en sorte que l'ensemble des expertises que tu manages travaillent sur une certaine cohérence. Pour moi, le bon manager, c'est celui qui définit un cadre. C'est-à-dire que le cadre, c'est à la fois un process de travail, mais c'est aussi une protection pour les autres, ou en tout cas quelque chose qui va leur permettre de faire leur travail et de donner le meilleur d'eux-mêmes dans, j'allais dire, le respect de leur fonction. Ça, c'est... Zinedine Zidane. Ouais. Non, mec, tu proposes des séances de coaching ou pas? Parce que moi, Mais je- t'as raison, tu donnes un cadre, Ouais. tu donnes une vision aussi. Enfin, en tout cas, nous, Tu donnes un cadre, tu donnes une vision, tu donnes côté du marque, sens. tu Tu donnes du sens. Parce qu'aujourd'hui, chez Combini, J'ai rajouté une direction. je manage à la fois des fonctions très créatives, des T'es un fonctions leader. stratégiques, des t'es un fonctions manager, commerciales t'es un leader. et des fonctions techniques. Tu te souviens Et tu manages pas ces gens-là de la même manière. Ah ouais. C'est-à-dire, tu parlais d'un truc qui était hyper intéressant tout à l'heure sur LinkedIn et sur Instagram par rapport aux profils qui, toi, sont les profils qui sont intéressants. Certains profils chez Combini sont complètement dans ce truc-là. Ouais. D'autres sont dans la technique chez moi. Donc, ce que je vais rechercher à ce moment-là, c'est pas du savoir-être, c'est plutôt réellement de la compétence Ouais, technique. ouais. C'est vrai qu'il y a une Et, différence. et- Il y a une grosse- et la complexité, c'est qu'il ne faut pas que tu donnes l'impression à certains que tu les favorises ou que tu les mets davantage en avant par rapport à d'autres. Donc, ça implique, pour en revenir à ce que je disais tout à l'heure, de la curiosité, c'est-à-dire qu'il faut que tu comprennes le métier des uns sans avoir la prétention de penser que tu es meilleur qu'eux. Et en même temps, il faut leur proposer un projet, un cadre global qui fasse qu'ils comprennent pourquoi les uns et les autres travaillent pour les uns et pour les autres. Non, mais en vrai, ce que tu dis, moi j'en ai besoin, tu vois, parce que je suis jeune dans le management. Enfin, ça fait genre 6 ans que je manage. Ouais. Et j'ai managé des équipes de 10 personnes, tu vois, Ouais. mais c'est pas, genre, je pense que c'est pas à ton niveau. Et j'apprends tous les jours, tu vois, et c'est difficile. Hein. C'est pas évident, difficile mais- parce que C'est- tu as des personnalités différentes, tu as des fonctionnalités Ouais. différentes. Ouais. Genre, c'est. Tu ne gères pas. Mais- sur- mais sur le papier, quand t'arrives au- c'est simple. Quand tu arrives à ce que tu veux faire, c'est un kiff absolu. Parce Ouais. qu'encore une fois, c'est de Ouais, l'humain. ouais. Quand tu arrives avec une team qui est solidaire, avec laquelle tu apprends chaque jour, et surtout quand tu vois la manière dont les gens évoluent, alors ce que tu dis est très juste, c'est jamais vraiment 100% grâce à toi, et en même temps tu sais que d'une certaine manière tu as été un peu contributeur. C'est comme moi et vous. Moi, ce que je dis souvent à mes équipes, c'est un truc un peu bateau, mais que je pense réellement. Moi, mon objectif, quand je travaille avec quelqu'un, quand je le manage, c'est qu'à terme, cette personne prenne ma place. Ouais. Donc pour moi, si les choses sont bien faites, C'est l'objectif. ça doit être un cycle vertueux où ton manager, évidemment, si ça t'intéresse, eh ben, il est prêt à un moment donné, quand tu es prêt, à te laisser sa place. Et pareil pour tes équipes en dessous. Mon seul no-go, moi, c'est une question des fois d'éthique. Ouais. Quand quelqu'un n'a pas d'éthique de travail, ça bloque tout de suite. Genre, c'est très compliqué. Genre, Ouais. et c'est pour ça que ça m'intéresse beaucoup ce que tu dis, tu vois, parce que des fois, je me remets en question, je me dis peut-être que c'est ma faute, tu vois, peut-être que bien je sûr. n'ai pas assez bien drivé, peut-être constant, que... Mais c'est marrant parce que moi, c'est pas du tout la même chose. Moi, le no-go, c'est quelqu'un qui. Et c'est triste, hein, qu'est-ce que je vais dire, mais j'ai besoin absolument que la personne ait un bon fond. Parce que c'est un peu ma signature à moi, tu sais, un peu de bonhomie, un peu de soin, Ah ouais. etc. C'est quelqu'un qui. Il n'y a pas de stress, il n'y a pas de problème, il n'y a que des solutions. S'il n'y a pas de solution, il y a tout fic. Mais s'il n'y a pas de solution, c'est qui dit ça, c'est Monsieur Kilargué. Il n'y a pas de problème avec des solutions. S'il n'y a pas de solution, c'est qu'il n'y a pas de problème. Notre prof de BTS. Notre prof de de l'époque. BTS, prof de marketing. Le problème de fond du management, et c'est, je pense aussi pour ça que tu as peut-être quelques incidents de parcours, c'est que le management, et moi je l'ai vécu aussi, c'est un outil de promotion dans beaucoup de boîtes, Ouais. dans la plupart des boîtes même. C'est pas une compétence à part entière. Donc là, on revient aussi à un fondement, c'est assez récent, Ah non, mais ça, c'est où sûr. le Je suis management d'accord. devient On une te- compétence à part entière Tu deviens et pas un outil manager de parce promotion. parce qu'on veut te donner récompense du travail accompli, versus tu deviens manager parce que tu es bon dans ça. Ouais. Ça mérite un talk dédié à ça, mais on arrive bientôt à la fin. Donc j'aimerais conclure par, avant de dire plein de bêtises et sortir les doses, j'aimerais qu'on parle un petit peu. Aujourd'hui, si j'ai fait ce talk-là, j'ai peut-être pas assez dit tout à l'heure, c'est que j'aimerais bien aussi qu'on partage un petit peu notre vision
et qu'on explique à des gens qui se lancent, qui vont se lancer, qui sont issus de milieux aisés ou pas aisés, qui ont des facilités, pas de facilités, on se rend compte qu'à chaque niveau, il y a toujours des difficultés. Nous, on a réussi à passer certaines difficultés, parfois, comme je vous dis, en créant une route qui n'était pas créée, en cassant un carreau pour ouvrir une porte qui était fermée, ou en l'occurrence, quand il y en a un qui est rentré, il a mis son pied, il a bloqué la porte, il a fait rentrer les autres. Aujourd'hui, qu'est-ce que tu dirais au Victor quand tu as commencé? Quel conseil tu lui donnerais? Qu'est-ce que tu lui dirais surtout de ne pas refaire? Et qu'est-ce que tu lui dirais de faire? Le premier, ça fait écho à ce qu'on s'est dit, c'est rester patient, résilient, et en l'occurrence, pour parler de ce que je connais, et je sais que c'est ce qui anime pas mal de monde, si tu as une passion, quelque chose vraiment qui t'anime, il faut y aller à fond, puisque ça finit par faire la différence. Dans un monde qui est extra concurrentiel, et où il y a beaucoup de gens qui veulent le job que tu souhaites, voilà, il faut être patient, il faut se laisser le temps. C'est aussi un peu un truc, moi, que je vois de la nouvelle génération, mais que j'avais aussi moi, hein, c'est putain, pourquoi ça marche pas? Pourquoi? Tu sais quoi, vas-y, j'abandonne. Je laisse. J'ai tenté 2 fois ma chance, ça fonctionne pas. Je dis, mais en fait, c'est pas 2 fois qu'il faut tenter, c'est 50 fois si tu as envie d'y aller. Et le regret, c'est difficile à dire. Je vais peut-être laisser parler mes amis pour que ça puisse m'inspirer. Non, mais quand tu dis t'as un regret, est-ce qu'il y a un truc, une opportunité que tu as ratée, ou est-ce que tu as refusé de prendre le risque d'eux? Il n'y a pas très longtemps, et en fait, c'était juste malheureusement la conjonction de la vie perso avec la vie pro où c'était pas le bon moment pour moi. Et j'ai laissé passer voilà, une opportunité. Tu regrettes? Bah, en fait, Pas forcément aujourd'hui. avec le recul, non. Avec le recul, sur le moment, c'est un regret. Avec le recul, tu te rends compte qu'en fait, les choses, tu les fais jamais vraiment par hasard. Du coup, à lire, après on croisera avec. On le fait dans l'autre, ok. Ce que je me dirais, c'est déjà, fais-toi confiance. Ouais. Fais-toi confiance et reste toi-même. N'essaye pas. En fait, on a intégré, si je prends le milieu de la pub, de la communication, un milieu qui n'était pas forcément notre milieu naturel, où on a dû côtoyer des profils, des gens, des codes qui n'étaient pas forcément les nôtres au départ. Nous, on venait de banlieue, on était plutôt streetwear. Hein. Et c'est vrai que tu as cette espèce de syndrome de l'imposteur au début aussi, et de trucs de est-ce que je suis vraiment à ma place? Et en fait, avec le temps et avec les petites victoires du quotidien, tu t'aperçois que oui, tu as ta place, et tu as ta place en tant que toi, et pas en tant que personne qui soit fait comme les autres, ou soit n'assume pas réellement qui il est avec tout ce que ça peut comporter. Un regret? Non, j'ai pas de regrets. Je pense que les choses sont bien faites, et encore une fois, c'est ce que tu disais. Il y a des choses peut-être que tu vis assez mal le moment venu. Il y a peut-être des moments où j'ai peut-être essayé de suivre un peu le mood là où aujourd'hui je me dirais plutôt non, reste sur tes convictions, et puis c'est pas grave. Tu auras peut-être pris un peu de retard par rapport à la route que tu t'es tracée, mais finalement tu seras arrivé par tes propres moyens et avec les valeurs qui sont les tiennes. Moi, je pense que tu as des petits steps à passer, et que il y a des moments où tu recules d'un cran, mais c'est vraiment reculer pour mieux sauter, et c'est de la compétence que tu accumules, tout simplement. Non, mais... Voilà. Allez, Samuel, je commande le beurre. Pareil. Non, je vais paraphraser, mais ce que je pourrais dire de différent, c'est que je pense que ce qui est important, c'est de savoir, comme je disais, qui on est, ce qu'on aime. Et pour savoir ça, moi en tout cas, ce qui m'a aidé, c'est de me replonger dans qui j'étais quand j'étais plus petit. Je m'explique, quand on est jeune, mais très jeune, hein, quand on a entre 7 et 12 ans, je pense qu'on sait plus ce qu'on veut qu'après. Genre, en vrai, c'est vrai, parce que tu as moins l'influence de tes potes qui disent ouais, c'est trop cool de faire ça, tu devrais faire ça avec nous et tout. Tu as moins le regard des autres, la pression de la société. Et moi, ce que je faisais à cet âge-là, c'est que j'écrivais des histoires, je kiffais ça, je faisais que ça tout le temps. Et en fait, quand je me suis reposé sur pourquoi j'ai créé ma boîte, donc je me dirais, genre, suis genre, qui t'étais quand t'étais plus jeune. Et surtout, genre, comme tu disais, genre, fais-le tout le temps. Je pense qu'on oublie le fait qu'il faut en faire tout le temps, un peu tous les jours. Rester positif, genre, c'est trop important. Genre, en vrai, genre, c'est trop important. Le nombre d'échecs que j'ai eu et de sentiments négatifs qui m'ont été générés parce que je me sentais mal à l'aise, soit parce que j'étais complexé,
soit parce que j'avais loupé un truc. Et en fait, quand je regarde, il s'est rien passé. Ça va.